Bonjour tout le monde. On reçoit Cal Washington, c'est vendredi. Salut Cal, comment ça va? Moi ça va super bien. Oh, that's okay. Well, I mean, it's not okay, but it's Bon, elle est pas là. Ma co-présentatrice n'est pas venue aujourd'hui. Elle est malade et il y avait même un article sur le journal ce matin qui disait que tout le monde était malade. Certainement pour nous conditionner pour une prochaine vague. Mais Cal, j'attends quelqu'un d'autre. Une fille, elle devrait bientôt arriver. Participer à la conversation, voir si elle veut. Moi aussi j'étais un peu malade. Mais du coup j'ai passé beaucoup de temps sur le site de InPower. Ah, tout nous espionner, c'est ça? Non, on t'a vu sur le site, sur les vidéos, t'as posé des questions. Et c'est pour essayer de comprendre. Ouais, j'espionne un petit peu, je regarde ce qui se passe. Mais du coup, ça m'a fait poser plein de questions, de vous voir discuter sur le site InPower. C'est dingue et je le dis à tout le monde. Le plus je regarde ce que tu fais depuis toutes ces années, c'est une des meilleures stratégies que j'ai vues. Oui, c'est pas parce que c'est moi, mais je pense que c'est une des meilleures stratégies à employer. Donc je vais dire aux gens d'aller sur ton site, sur empower.com, et de s'inscrire, de regarder. Bon, sur le site de Cal, hein, sur le site de Cal, c'est, je crois que c'est $150 à l'année. Hein. Mais je pense que ça me donne de l'espoir, ça donne l'espoir à tous ceux de la communauté qui sont sur le site, qui peuvent échanger. Ils sont attirés parce que ils voient tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, ils comprennent des choses. Et donc ils trouvent que ton travail est super intéressant et veulent comprendre et participer. Ouais, c'est des gens qui sont réveillés. Ça a commencé avec le Linky, les compteurs intelligents, tout ce qu'on a essayé depuis ces années. Mais donc beaucoup de gens ont étudié cela. Et quand ils comprennent ce que le mouvement InPower offre comme solution, ils se disent ouais, ça a du sens. Donc je parle à des gens du côté juridique. Je leur demande s'ils ont entendu parler du droit marchand, de Lex Mercatoria. Est-ce que toi, c'est ce que tu as trouvé pendant toutes ces années au tribunal? T'as repêché ça? Le Lex Mercatoria, c'est un système très ancien, un droit très ancien depuis au moins 1600, des années 1600, et même à cette époque-là, il parle de la Lex Mercatoria comme étant un système très ancien. Ouais, c'est très ancien et ça prévaut toujours de nos jours. C'est toujours en vigueur. Mais ça a été incorporé dans la common law, c'est ça? Ouais, dans la common law et le droit civil aussi. Je sais pas exactement comme c'est en Asie, mais dans tous les pays de l'Ouest, hein, l'Europe, tous les pays de la common law, Amérique du Nord, c'est dans... Même Hong Kong a le mot lex mercatoria, law merchant, dans ses textes de loi. Et pourtant, personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. C'est pas enseigné à la fac de droit. Quand on pose des questions, personne ne sait ce que c'est. Personne connaît. Et ceux qui ont fait la fac de droit disent non, mais moi j'ai fait la fac de droit, je sais que ça n'existe pas, j'en ai jamais entendu parler.
Mais toutes les facs de droit, toutes les écoles de droit, elles sont détenues par certains gens. Et quand tu regardes aux États-Unis, tous ceux qui détiennent les facs de droit, bah, c'est là que tu vois pourquoi on ne connaît pas. Donc ça fait partie de la loi, du droit, depuis toujours, mais ça a été incorporé au départ dans la common law par le juge Mansfield, Lord Mansfield, non, dans les années 1600, non, plutôt 1750, je crois. Ça fait partie du droit canadien, du droit américain, tout ce qui est de tradition du droit britannique et de la common law, donc les pays du Commonwealth, l'Australie, l'Afrique du Sud. Quand on regarde l'histoire de la Lex Mercatoria, sans voir les articles dans la description, donc il y a des vieux bouquins de droit sur la Lex Mercatoria qui datent de 1600, et ces mêmes livres disent que ce droit est plus ancien, et même très ancien. Et ce droit, cette loi, a été partout dans le monde depuis très longtemps. Partout où il y a du commerce, c'est un système de loi, un système juridique universel en fait. Donc j'ai eu une épiphanie, ça a été une révélation pour moi quand j'ai écouté et lu tout ce que tu as fait sur le sujet. Et je dois dire, je suis assez impressionné par la Lex Mercatoria. C'est super efficace. C'est un système qui permet d'arriver dans le droit à la vérité très rapidement pour régler les problèmes et les différends dans le commerce. Avec ces systèmes de claims, donc de proclamation, déclaration et de contre-déclaration, d'affidavit, d'avis et de contre-avis, de devoir réfuter chaque fait avancé par la partie opposée, car sinon cela devient la vérité en commerce. On peut faire la présomption de quelque chose qui n'est pas forcément la vérité, mais qu'on déclare comme la vérité. Mais les deux parties opposées ont chacun la chance d'être entendues. Exactement, tu as tout à fait compris. Et les choses se règlent très rapidement et tout le monde aime cela. Enfin, je peux pas vraiment dire s'ils aimaient cela, mais c'est une protection que tout le monde aime avoir et qui à l'époque marchait très bien. Donc, tout le monde était d'accord sur le fait que c'était un bon système à employer. Un système très ancien. Et on retrouve ce genre d'instrument négociable, financier, commercial, engravé dans la pierre. Donc ça remonte très très loin. Quand à l'époque il gravait dans la pierre, donc au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Et bizarrement, personne n'en a entendu parler. Et pourtant, c'est évident. On peut le voir, une fois qu'on connaît les codes. C'est caché en plein jour, en fait. Donc moi, j'encourage tout le monde qui est impliqué dans le système juridique ou juridique d'aller voir ce système de la Lex Mercatoria. Ouais, c'est assez incroyable, moi je conseille ça à tout le monde. Ouais, c'est un peu comme ce qu'on pense du système juridique. On va au tribunal, chacun donne sa version de l'histoire, mais en fait, c'est pas vraiment que ça marche comme ça. Mais en fait, si tu sais comment ça marche, si tu connais la Lex Mercatoria, les choses sont différentes. Tu comprends les choses différemment et du coup, tu te sens armé à pouvoir te défendre ou aller plus loin. Un peu mieux. Ah bah, carrément plus qu'un peu mieux. Moi, j'ai passé 3 étapes. Étape 1 où je pensais que ce que c'était, ce que tu es en train de nous décrire. Ensuite, je me suis dit, mais c'est pas ça qui est en train de se passer, donc j'ai commencé à lire les codes de loi. Du coup, deuxièmement, j'ai trouvé ce que cela devrait être, mais c'était pas ça non plus. Et finalement, j'ai trouvé ce que c'était vraiment. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'au tribunal, les hommes de loi se cachaient dès qu'ils me voyaient arriver. C'est quand le vent a tourné. C'est pour ça que je dis aux gens, n'allez pas au tribunal, parce que vous croyez ce que c'est, mais en fait, ce n'est pas ce que vous croyez. Et vous croyez aussi peut-être ce que ça devrait être, faire bouger de la paperasse, par exemple, mais c'est pas ça non plus. Donc, entre parenthèses, plus tard, Cal va parler du droit du contrat. Ouais, c'est comme toutes ces histoires qu'on voit dans les journaux ou à la télé quand on suit une affaire en tribunal, ou même peut-être des amis à nous. Ces histoires de juridiques avec les banques aussi, avec les politiciens, et tout d'un coup la décision de justice est rendue et soudainement toute la logique de justice derrière est mise à la poubelle et on se retrouve avec des jugements complètement à l'opposé ou qui noient l'affaire. Et après ça, les gens se demandent pourquoi la justice ne rend pas la justice comme elle devrait vraiment le faire. Bah en fait, ils le font, mais il faut vraiment comprendre les règles du jeu.
Moi, je suis allé tellement de fois au tribunal et je rends hommage à tous ceux qui gagnent au tribunal, hein, d'ailleurs. Hein. Et moi, j'ai été en face d'un juge. Je savais que j'avais toutes les législations pour moi de mon côté. Le juge le voyait, le savait. Mais au final, je perdais quand même. Je parle pas d'affaires d'amende classique, hein, de parking ou d'excès de vitesse. Ça, c'est facile à gagner. Le tribunal des petits délits, c'est un sous-tribunal. C'est un tribunal administratif, donc ils s'en foutent si vous gagnez ou pas. Car l'amende elle-même est un billet à ordre, donc de l'argent, donc ils sont déjà remboursés. L'amende, le ticket est une lettre de change. Donc que tu perdes ou tu gagnes, ils gagnent quand même. Ils seront payés quand même. Donc ils s'en foutent. Mais quand ton affaire regarde les impôts, ou le pénal, ou l'ASE, c'est pas du tout le même niveau de jeu. Là. C'est comme quand tu joues au hockey, tu passes du niveau universitaire au niveau professionnel. Tu joues plus dans la même ligue. Donc voilà, je veux pas critiquer les gens non plus. Hein. Mais moi, maintenant, je ne vais plus au tribunal, à moins que j'y sois vraiment obligé. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai vécu et fait, je n'ai plus besoin d'y aller. Ils ne m'invitent plus. Donc quand je suis arrivé à ce niveau de ligue professionnelle, et que j'ai joué à armes égales avec eux, leurs propres règles, c'est là qu'ils ont commencé à avoir peur de moi, et que les juges partaient en courant, ou alors devenaient soudainement très gentils avec moi. Je peux te dire que j'ai vraiment senti la différence, hein. Que j'avais trouvé le point sensible. Ouais, d'ailleurs, j'aime bien ton histoire où le juge débarque et te dit à toi et à ton collègue est-ce que ça vous ferait plaisir de pouvoir discuter entre vous deux, et à demander à tout le monde de sortir pour que vous pouviez discuter aussi longtemps que vous voulez. Ouais, et l'autre gars était toujours sur le coup de l'incarcération d'ailleurs. Donc il est dans le box fermé avec les vitres, et tout d'un coup le juge demande si on pouvait se rencontrer tranquille. Moi j'avais jamais vu ça nulle part, je me suis même dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qui ont changé, je suis pas au courant. Et si j'en reviens au droit canadien et les codes fédéraux, ils disent que la Lex Mercatoria est incorporée dedans, enfin dans la Common Law. Ouais, c'est ça, tout à fait, on les retrouve dans la Lex Mercatoria, nommés dans les codes. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe avec ces juges? Parce que le système de tribunaux est toujours en fonction, là. En fonction du droit marchand, enfin de la Lex Mercatoria. Mais ce n'est pas enseigné dans les écoles de droit. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit le savoir, qui doit l'apprendre. Comment ce système marche. Et du coup, comment les juges font pour apprendre ça? Est-ce qu'il y en a d'autres au tribunal qui savent ce qui se passe? Moi, ce que j'ai découvert, c'est que la plupart des juges connaissent ça, mais pas tous. Et très peu d'avocats le savent, mais certains le savent. Spécifiquement, ceux qui font partie des grosses entreprises de droit, les gros cabinets d'avocats. C'est sur plusieurs générations. Celles qui ont les bureaux tout en haut et qui possèdent 3 étages entiers avec une centaine d'avocats à leurs bottes. Donc certains dans ces cabinets savent, ouais, ceux qui sont placés beaucoup plus haut. Ah ouais, car c'est un super avantage de connaître ces règles pour un cabinet d'avocats, surtout pour gagner leur procès. Bah ouais, mais tu dois comprendre que si tout le monde utilisait ça, du coup le système s'écroule. Tout serait révélé, donc ils doivent cacher ça. Ils doivent prétendre que les codes et le droit courant marchent normalement. Et d'ailleurs, ils ne doivent que l'apparence de la justice. Il faut bien comprendre cela. C'est le genre de phrase que tu veux utiliser devant un juge pour lui montrer que tu comprends. Tu dois avoir l'apparence de la justice, mais pas rendre justice. Rendre l'apparence de la justice. Et il est possible que le juge dise « Ah putain, lui, il a compris un truc. » En tout cas, c'est passé comme ça pour moi. Donc voilà, en apparence, c'est pas ce qu'on croit. Mais la justice est un commerce. Il n'y a aucun doute sur ça. Donc j'aimerais parler d'un truc, mais avant, tu as mentionné la lettre de change. Donc j'ai des questions sur ça. Et aussi de la façon dont l'argent ou la monnaie est créée à la pointe d'un stylo. Donc j'aimerais explorer ça un peu plus. Mais avant cela, en ce qui concerne la Lex Mercatoria, en ce qui concerne tout ce qui est le droit alternatif, enfin en parlant de ça, je parle de ceux qui connaissent l'homme de paille, toutes ces histoires sur les actes de naissance, tu vois où je veux en venir. Du coup, à ce niveau-là, quand on réalise que
Les tribunaux fonctionnent sur le droit marchand, sur le droit du contrat, ça devient un avantage pour nous. Le fait de porter cet habit de l'homme de paille, en fait, de l'utiliser, on peut utiliser cette entité avec les règles de la Lex Mercatoria. Ouais, absolument, car eux comptent totalement sur notre ignorance. Donc du coup, tous ceux qui disent « Ouais, mais je suis pas cet homme de paille, je suis pas le surnom, le nom de famille, le tout capital, c'est pas moi. » Du coup, si tu prends le rôle de l'homme de paille avec ses règles et que tu commences à opérer sous la Lex Mercatoria, tu te mets en position gagnante. Ouais, totalement. Donc, du coup, eux sont dans une position perdante. Et spécifiquement au Canada ici, hein, parce que moi, dans toute ma paperasse, j'ai trouvé le pouvoir de la charte de la baie d'Hudson. Quand j'ai commencé à utiliser ça, je suis carrément passé au niveau olympique. C'est le top niveau et ils ne veulent pas s'impliquer sur ça. J'ai jamais vu un juge confortable ou heureux des papiers que je lui avais servis par rapport à ça. Spécifiquement sur mes cas à moi, hein, mais sur des affaires d'autres aussi que j'ai aidé. Et ça a toujours été plus facile de contrôler mon homme de paille, car les affaires des autres, ils essayaient toujours d'obtenir leur consentement tacite d'une façon ou d'une autre. Donc c'était beaucoup plus dur. Mais à chaque fois qu'ils avaient affaire à moi, tu voyais qu'ils essayaient de surfiler la patate chaude. Mais je le voyais, c'était évident, quoi. La table tournante des juges, ou le juge qui prend sa retraite, soudainement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris tout ça. C'est pas juste une ou deux histoires, hein. C'est au moins 60 histoires, 60 affaires que j'ai vécues toutes ces années. Donc pour moi, les preuves ne manquent pas de tout ce que je raconte. Je l'ai beaucoup trop vu, observé, constaté. C'est tellement évident et bah du coup maintenant ils me laissent tranquille, hein, ils me connaissent. Ok, d'accord. Donc la Lex Mercatoria, c'est le truc qui règle les tribunaux derrière le rideau. Ça existe vraiment, mais personne n'en parle. Et quand tu commences à l'utiliser, tes résultats sont différents. Moi, c'est tout ce que je peux te dire, hein, c'est ce que j'ai constaté. C'est game over. On tire les rideaux, c'est plié. Et parce que le tribunal, les tribunaux sont un business, hein, ils sont soumis au droit du contrat, hein, aux règles du commerce. C'est des marchands comme nous. Chaque affaire, ils font de l'argent hein, avec. Donc quand tu as affaire à eux, à ce niveau-là, donc tout ce que tu vois en haut à la barre, c'est un marchand qui porte une robe noire devant, et il a le cul assis et le dos exposé sur les chardons ardents de tout ce qu'ils sont en train de couvrir, et tout le système juridique entier qui repose sur leurs épaules comme ça, caché derrière, et qu'ils ne doivent pas révéler. Donc c'est ça, quand on implique leur propre responsabilité personnelle, c'est là qu'ils se barrent, hein, qu'ils disent non, non, moi je me casse. Donc c'est ça ce qui se passe quand le juge réalise que tu comprends Lex Mercatoria, comment leur système marche, qu'ils deviennent très nerveux et stressés, ouais, très stressés. Mais pourquoi du coup ils se sentent si intimidés, qu'ils ont peur mais c'est parce qu'ils n'ont pas un tribunal de jure au Canada. C'est pas un gouvernement de jure, c'est un gouvernement réglé par la charte de la baie d'Hudson. Pour les Canadiens, il faut qu'ils lisent cette charte, toujours en vigueur. Donc c'est une charte d'entreprise privée, la compagnie d'Hudson, qui se donne le pouvoir d'un gouvernement, d'un pays, pour tout gérer. C'est une entreprise privée qui a été autorisée d'avoir des tribunaux. Réfléchis à ce que je te dis, écoute, une entreprise privée autorisée à avoir des tribunaux, avec des juges qui portent des robes, etc. Ils étaient autorisés à avoir leurs propres tribunaux, donc des tribunaux privés, une justice privée. Cette charte n'a jamais été révoquée, mais ce système c'est toujours en vigueur. Donc si le juge comprend que c'est un tribunal corporatif, d'entreprise, c'est là qu'il devient stressé, il marche sur des œufs, il se retrouve à poil sans sa robe, ça peut lui exploser à la tronche à n'importe quel moment. Alors, il faut que j'explique un petit peu aux gens, hein, peut-être. Ici, au Canada, il n'est pas forcément facile d'expliquer ce qui est vraiment le droit de la terre. Certains disent que c'est le British North America Act. D'autres disent que c'est ce que Trudeau a fait en 1982, avec une nouvelle charte. D'autres disent que c'est les statuts de Westminster qui prévalent. Et toi, t'as regardé tous ces trucs-là, toi? T'as étudié, t'as regardé ça, mais ces trucs-là n'ont jamais été vraiment entérinés ou promulgués. Ils ne sont pas vraiment le fondement de droit. Ouais, c'est ça, les statuts de Westminster, c'est un acte anglais.
Le British North America Act aussi, c'est anglais, c'est fait par le Parlement anglais. Cela a été abrogé car en 1983, une des clauses a été enlevée par la reine Victoria. Et ce que je te dis, c'est un fait. Mais il faut relier les choses entre elles pour comprendre. Donc la clause qui promulgue ce texte a été enlevée consciemment. Et pourquoi ferait-il cela? Pourquoi enlever la mention d'adoption, de promulgation? Bah oui, pourquoi? Toi, tu le sais, pourquoi? Bah, tout ce que je peux répondre, c'est que tu voulais abroger ce texte de loi. Si t'enlèves les mots qui donnent sa promulgation, son autorité, avec une intention réelle, c'est que ton intention est d'enlever l'autorité de ce code, de cette loi qui a été passée. C'est la seule raison possible. Mais pourquoi enlever l'autorité de cet acte? Parce qu'avant cela, en fait, elle a hérité de la charte de la baie d'Hudson, la compagnie de la baie d'Hudson. Donc c'est elle qui contrôle la charte, et donc elle a le droit de faire ses propres lois, d'avoir ses propres tribunaux privés, police privée, prison privée, tout le système de justice. C'était la reine Victoria, c'est ça? Ouais. Ah, donc c'était un meilleur deal pour elle d'être propriétaire de la charte de la baie d'Hudson. Elle a plus de pouvoir, plus de contrôle, plus de richesse grâce à ça, plutôt que cet acte abrogé qui donne l'indépendance à ce pays. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Et en plus, ils ont provoqué la banqueroute des 4 provinces en forçant l'investissement de tout le réseau ferroviaire. Donc ils les tenaient par les couilles grâce à ça. Ouais, c'est là qu'ils ont fait payer les gens qui habitaient dans ces 4 provinces tous les défraiements de la compagnie de la baie d'Hudson. Donc, tu vois, c'est toujours le même groupe de gens au pouvoir, arnaquant toujours les autres. Donc ils ont dû rendre la charte de la compagnie de la baie d'Hudson, car ils ne pouvaient pas l'abroger ou la supprimer. Cette charte qui a été la loi pendant 200 ans, il faut réaliser ça. Hein. Pendant 200 ans, ce gouvernement privé, bien plus longtemps que l'existence du Canada. Pendant 200 ans, une corporation d'entreprise privée avait des tribunaux en forçant leur propre politique d'entreprise avec des polices et des prisons. Donc à la fin de ces 200 ans, ce que tu dis, c'est que cette charte est revenue à la reine Victoria. Ouais, c'est ça. C'était juste après le British North America Act, quand ils ont formé ce Dominion, ce domaine. L'année suivante, le Rupert's Land Act explique les termes de ce transfert à la reine. Tous les liens dans la description et les articles. Et si tu lis dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, dans le préambule, ils ont besoin d'acquérir plus de terres, c'est la seule raison. Mais ils disent pas quelle terre. Et quand tu lis l'acte de la terre de Rupert, c'est 1868, un an après 1867 donc. Donc ils ont leur domaine, leur dominion, et donc l'acte suivant, c'est le transfert, et la prise de la charte de la baie d'Hudson. Et donc quand tu lis cet acte, une des raisons de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est de choper la terre de Rupert. Donc une fois que tu mets toutes les pièces du puzzle, on arrive à voir la manipulation derrière tout ça. Et comment il récupère ce pouvoir, car ce document est un transfert, un héritage à perpétuité. C'est inscrit dans cette charte de la compagnie de la baie d'Hudson. Donc c'est quoi qui a fait que c'est passé à la reine Victoria? Ils ont été obligés de la rendre, de la transférer. Ouais, mais pourquoi? Ils ont eu des problèmes, ce nouveau domaine. La construction du réseau ferroviaire les aurait rendus banqueroutes. Donc ils ont eu des problèmes financiers. Ouais, c'est ça. Et les Américains avaient les yeux dessus aussi. Quoi, ils voulaient acheter la compagnie de la baie d'Hudson? Ouais, toute la terre de Rupert. Car juste avant cela, ils venaient d'acquérir l'Alaska. Il faut vraiment faire la ligne historique et mettre toutes les dates les uns à la suite des autres pour comprendre. Donc ils viennent juste d'acheter l'Alaska, donc la British Columbia juste à côté, Colombie-Britannique, était ouverte à tout. Hein. Donc les Américains, ils voulaient annexer tout cela. À part l'endroit où toi tu te trouves. Donc il aurait resté juste l'Ontario, le Québec et la province maritime. C'est tout ce qui aurait resté de l'Empire britannique en gros. Et comment la reine l'a eu? Est-ce qu'elle l'a acheté? Non, elle a été rendue, surrender, par le deed de surrender. Donc c'est un acte de cession, d'abandon ou de renoncement. Lis ces documents, hein, c'est un transfert officiel donc de la charte d'Hudson. Et quand tu lis l'acte des terres de Rupert, donc c'est l'acte qui autorise le transfert, tout est écrit dedans, l'autorité. Toutes les dispositions sont écrites dedans et la charte dont été rendue à la reine Victoria.
Donc en gros, c'était un peu une affaire interne, un deal entre eux, alors qu'ils auraient pu le vendre aux Américains, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais comme c'était la noblesse britannique qui était propriétaire de la compagnie de la baie d'Hudson, donc la famille royale était forcément impliquée dedans, car Rupert faisait partie de la famille anglaise, donc ils l'ont simplement obligé à la reine. Ouais, ils l'ont donc donné à la reine. Ça a pris environ 2 ans. Ils ont été d'accord pour le faire. Ensuite, il y a eu le soulèvement de la rivière Rouge, la rébellion de la rivière Rouge, un gouvernement provisoire, 1869-70. Comme c'était une négociation secrète, en fait, tout d'un coup, on raconte aux gens qu'il y aura le transfert, et on leur dit, bah non, du coup, la compagnie de la baie d'Hudson n'est plus en charge de rien. On veut que les choses restent comme elles sont, ouais, car ils avaient certainement passé des deals et des accords avec la compagnie de la baie d'Hudson. Ouais, tout à fait. Donc personne ne leur a rien dit. Donc il y a eu cette rébellion pendant 2 ans avant que les choses s'arrangent et que le transfert soit effectué en 1870. Là encore, j'ai mis les liens dans la description. Bon, je crois que c'est l'heure de la pub. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans le studio. Mais il va falloir que je passe la pub. Mais brièvement, donc les statuts de Westminster, qu'ils supplantent l'acte nord-américain britannique. Non, pas du tout. Tout ce que ça a fait, c'est que cela a permis l'éventuelle possibilité de créer une fédération, une confédération dans le style d'un pays. Mais non, ça s'est pas passé. Ils ont essayé en 82, ce que Trudeau a fait en 1982, mais ça n'a pas marché non plus. C'est toujours ouvert, hein, mais ça n'a jamais été encore fait. Mais tout le monde pense que ça a été fait. Donc même la Charte des droits du Canada ne fait pas vraiment loi. Non. Donc elle n'a pas été ratifiée vraiment. En effet, non. Pareil pour l'acte d'Amérique du Nord britannique. Donc toutes les lois que le gouvernement canadien fédéral applique, c'est pas la loi en fait. Oui, ça va jusqu'au point que, en fait, si tu lis l'acte BNA ou l'acte de constitution canadien, si tu le lis, en fait, ça ne forme que le Parlement. Ça forme les législateurs. Mais en fait, il n'existe même pas. Donc en fait, il n'y a pas de parlement de jure, ni de législation de jure. Autre que pour la Nova Scotia, donc la province de la Nouvelle-Écosse, le New Brunswick. Ça c'est encore différent car il préexistait avant l'acte d'Amérique du Nord britannique. Donc pour ces 2 provinces, je ne suis pas encore bien sûr. Mais pour tout le reste, non. C'est énorme ce que tu nous dis là. Les répercussions sont énormes. Ok, donc on fait un petit break pour la pub. Super, donc les gens allaient voir le site du mouvement Empower de Cal Washington. Souscrivez, apprenez à cela, c'est peut-être ce dont on a vraiment besoin. On est de retour, je voulais te demander, donc il n'y a aucune existence ou justification du système légal juridique canadien du moment. Et le système politique en place inclus. Ouais, c'est ça. C'est une énorme illusion qui est là depuis 40 ans. Enfin, depuis l'illusion de la charte de 1982 et de la création de la Constitution. Donc la loi constitutionnelle de 1982. De bonne foi peut-être, ils pensaient que ça aurait pu s'appliquer, exister, ratifier. Et c'est probablement ce que Trudeau est en train de faire. C'est essayer de créer une base légale à tous ces trucs qui n'existent pas. Ouais, en effet, c'est ce qu'ils essayent de régler ce problème. Mais ils ne disent pas la base du problème, la cause. Ils noient le poisson en mettant la faute sur le British North American Act. Mais cet acte a été abrogé. Il faudrait qu'ils le remettent en place pour que ça soit légal. Donc ils ont pris tous les mots de l'acte nord-américain britannique. Ils ont fait un copier-coller dans la loi constitutionnelle de 1982, parce qu'ils ne pouvaient pas remettre en place l'acte original qui a été abrogé par la reine. Ils ont renvoyé ça jusqu'en 1867, mais tout ça est fait pour noyer le poisson. Les générations futures ne connaîtront même pas cet acte d'Amérique du Nord britannique. Il n'existera plus, on ne pourra pas traquer les faits. Ouais, je pense que de toute manière, ça va être le bordel bien avant cela, avec tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, tu dois avoir raison.
Donc, du coup, je veux qu'on donne peut-être un petit peu ton historique. Toi, t'es passé par tous les tribunaux, et donc tu t'es aperçu que l'expercatoria était vraiment la règle de base de ce système, et tu as fait quelque chose qui a mis en cause donc l'autorité de la province de la Colombie-Britannique, en fait qui remonte donc à la couronne anglaise et à la reine elle-même, qui fait qu'elle te doit 300 millions de dollars. Oui, c'est bien ça. Moi j'ai donc entendu ton histoire quelques fois maintenant, où tu racontes cela. En fait, ce que tu as fait au tribunal, c'est que tu as fait un lien sur ton procès, tu as fait un bond d'assurance, bond en anglais comme James Bond, un bond qui peut signifier beaucoup de choses. Moi j'ai fait un bond donc, comme une assurance sur mon cas, sur mon affaire, mais ils ont continué mon procès et mon jugement sans en tenir compte, et donc j'étais en plein challenge de leur juridiction sur moi, et cela semblait avoir tenu pendant un an et demi. C'est ça que je dis aux gens, quand tu penses avoir gagné avec le système, il faut que tu attendes un petit peu avant de crier victoire, car des fois ça leur prend le temps de changer la loi ou de changer les choses avant qu'ils te reviennent dessus et qu'ils reviennent à la charge sur toi. Moi j'ai dû attendre pratiquement un an et demi, mais ils sont venus m'arrêter au travail de nulle part, et ils m'ont détenu sans possibilité de caution pour que je puisse pas m'organiser et pour me mettre dans la merde. C'est leur façon de mettre en garde à vue pendant 2 jours, histoire de me tester. Donc forcément, ils sont venus me choper juste avant le week-end, parce que comme ça, ils peuvent te garder plus longtemps, tout le week-end. Ça met la pression. C'est fait exprès. C'était aux alentours du 4 juillet, je crois. Donc ils m'ont chopé le vendredi matin, m'ont emmené au tribunal, et le procureur a dit bon bah, on va le garder jusque mardi pour voir comme ça s'il fera le malin mardi matin. En gros, elle l'a dit comme ça. Allez, on va le torturer, on va voir ce qu'il va faire. Donc ils m'ont revu le mardi matin, et moi j'ai rien changé de ma ligne. Moi je lâche rien, donc c'est un problème pour eux, car ils me détenaient sans caution, et ça leur a pris 60 jours avant de me faire un procès, alors que ça n'aurait dû prendre qu'un seul jour. Donc tu expliques qu'ils essayaient de trouver autorité, juridiction sur toi. Et c'est ce bond que t'as fait un an et demi avant que ça leur posait problème. Ça posait problème de leur juridiction sur toi. Oui, c'est ça. Donc maintenant, une fois qu'ils t'avaient arrêté, ils doivent établir la juridiction sur toi. Ouais, ils devaient la réétablir en fait. À cause de cet abattement que t'as fait, une espèce d'objection, voire dans les liens. Et là on me dit ah bah non, l'abattement c'est pas ce que c'est le juge qui me dit ça, c'est pas ce que c'est en droit un abattement. J'ai regardé la définition dans le dictionnaire, moi j'étais là dans ma tête, non mais elle dit n'importe quoi. En fait elle faisait exprès. Il faisait comme si je comprenais pas ce que je disais, et il voulait vraiment savoir si je comprenais ce que je disais. Donc c'est pour ça qu'au tribunal il faut vraiment comprendre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Et là c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire avec moi. Moi j'ai tenu mes positions, ma ligne de direction. J'ai fait une objection, ils n'ont jamais répondu. Ils ont même essayé de plein de choses, ils ont essayé de changer le numéro de procès. Ils m'ont même reposé la question, et vous plaidez quoi? Et moi je lui ai dit mais la plaidoirie a déjà eu lieu il y a un an et demi déjà. Donc si vous me demandez de plaider, c'est que vous venez de recommencer. Et moi je vois pas d'assignation à comparution sur ce nouveau procès. Je ne vois pas de mandat d'arrestation non plus. Aucun papier, aucune paperasse qui est reliée à mon procès là tout de suite. Et directement je regarde le juge et lui dis vous me causez du tort, vous causez du tort à mes enfants. J'ai regardé le procureur et je lui ai dit pareil, vous me causez du tort et à mes enfants aussi. Et pouf, ajourné. Quoi, ajourné? Et quoi, après ils te remettent en prison? Ouais, directement. Et ils vont réessayer. Donc ça leur donne le temps de se réunir et de penser à une stratégie pour te niquer. Ouais, c'est ça. Et ils me ramènent, ils réessayent autre chose, ça marche pas, ouais, puis ils me renvoient en prison. Et j'ai eu le droit à ça pendant 60 jours. Et du coup, bah, comment ça s'est terminé? Là, ils ont continué à faire le procès. Donc il y a eu une instance de voir dire. C'est un mini procès dans le procès, voir dans les liens. Car en fait, le policier qui m'a arrêté était un agent de police de Barnabé. Et si t'es pas de Vancouver, donc t'as la ville de Vancouver. Et à l'est de Vancouver, t'as l'agglomération de Barnaby. Donc il y a une route qui coupe les deux. Donc cet agent de police de Barnaby m'arrête, sauf qu'on était à Vancouver, sur le territoire de Vancouver. Donc il allait au tribunal, car il n'y a pas de tribunal à Barnaby.
Le tribunal est à Vancouver. Donc lui, il allait là-bas et moi j'allais au boulot, hein. Et il m'a vu, j'ai pas de plaque d'immatriculation sur mon van, donc il m'arrête. Et ce qu'il aurait vraiment dû faire, c'est me garder ici, appeler la police de Vancouver, car Vancouver a sa propre police, donc pour venir s'occuper de moi. Mais cet agent s'est cru plus intelligent que les autres, il croyait que c'était du tout cuit pour lui. Donc je lui ai fait le challenge, je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit, donc il était hors la loi, qu'il ne pouvait pas appliquer la loi ici. Et moi je le savais, je connais le code, hein. J'avais lu un document qui est fait pour la formation des officiers de police. Donc nous on avait récupéré ce manuel écrit par un juge qui explique la juridiction de la police suivant les agglomérations. Et c'est très clair, hein. Mais je pouvais pas amener ce manuel à mon procès parce qu'il me maintenait en prison. Mais je savais que j'avais raison, car je l'avais lu. Dans la common law, sa juridiction est un peu plus grande en fait, pour certaines choses, mais du coup pour le code de la route, il est vraiment maintenu seulement à l'agglomération de Barnaby. Donc la ville loue ses services, c'est un contrat un peu comme une police municipale, pour seulement faire la police dans la ville. Donc là, à Vancouver, il est plus sur son territoire, hein. Comme si la police de Marseille allait faire la police municipale à Paris. C'est pas dans le contrat. Donc il y a eu ce phénomène de voir dire qui s'est passé. Et ça a pris encore 2 jours, hein, parce que j'ai fait le challenge, l'objection. C'est quoi ce voir dire? C'est un procès à l'intérieur d'un procès. Et sur quoi? Sur le fait que l'officier de police avait juridiction pour m'arrêter. Et me donner une amende pour cela. Donc moi j'ai posé des questions à cet officier, et parce que j'étais en prison, j'avais que ça à faire, donc j'avais 8 pages de questions à lui poser. Auxquelles questions il a répondu sur environ 200 questions que je lui ai posées. Il a répondu « Je ne me rappelle pas ». Et ce, à chaque question. Donc c'est le procureur qui lui a dit dis juste que tu ne te rappelles pas. Mais je pense pas qu'il attendait 200 questions, hein. Donc il était là, je me rappelle pas. Tu sais, comme un enfant, quoi. Il était content, quoi. Puis t'as le procureur, il avait la tête dans les genoux. C'était tellement embarrassant pour eux. Ah ouais, dans ce cas-là, c'était totalement évident qu'il mentait. Totalement. Ah, c'est clair. Et pourtant, il venait juste de faire serment sur la Bible de dire la vérité. Tout à fait. Ah, et c'était épouvantable pour eux. Donc je l'aurais battu en appel. Et je m'attendais à faire appel parce que je savais que le juge allait encore être contre moi. Donc j'avais tout préparé pour aller en appel. C'était ma ligne de conduite, hein, pas autrement. C'est-à-dire tout était pour moi. Enfin, il avait même écrit mon nom incorrectement en recopiant de mon passeport en plus. Et je lui ai demandé 4 fois s'il avait écrit mon nom proprement. Et 4 fois, il m'a répondu oui. Ben non, il a raté mon deuxième prénom, car il y a 2 prénoms sur mon passeport. Donc ça aurait pu être le nom de mon père, car on a le même nom et prénom. Mais il me dit non, c'était bien vous. Et le juge dit oui, l'agent vous a bien identifié. Moi je lui dis regardez autour de vous. Je suis la seule personne noire dans ce tribunal. Et je suis le seul à porter du rouge. Et je suis assis ici. Et vous appelez cela une procédure d'identification? Et là, il a dit, ah ouais, on aurait certainement dû vous faire suivre un line-up. Donc une procédure d'identification derrière une vitre avec d'autres. Donc tu vois, tout cela rentrait dans le fait que j'allais faire appel. Mais du fait de cette histoire des 300 millions de dollars, j'ai pas eu besoin de faire appel en fait, parce que c'était un meilleur deal pour moi, hein. Je préfère récupérer une caution de 300 millions. Ok, d'accord. Donc brièvement, tu peux nous expliquer cette histoire des 300 millions. Ouais, donc j'ai mis un lien sur mon procès, sur mon affaire. Donc en fait, comme un bon d'assurance, une police d'assurance, un cautionnement. Donc je l'avais fait 2 ans avant pratiquement. C'est mes amis en fait qui avaient mis une promesse
de paiement, donc un billet à ordre, une promissory note. Donc sur ma cause, mon affaire, pour me faire sortir, pour un habeas corpus. Donc traditionnellement, l'habeas corpus doit être lié, cautionné, assuré. C'est quoi l'habeas corpus? En gros, ça veut dire apporter le corps. En fait, ça veut dire sortir quelqu'un de prison. Maintenant, il l'appelle bail bond. Cautionnement, libération sur caution, donc une assurance de paiement, dédommagement. Donc c'est basé sur le vieux rite de la common law, habeas corpus. Un décret écrit de prérogatif, on va voir dans les liens. C'est un droit de sortir de prison. Ouais, t'avais pas le droit de sortir de prison, à moins que quelqu'un se porte garant de toi. Ouais, en signant un papier de cautionnement, en faisant un bon de cautionnement, un bon d'assurance, pour que eux en puissent l'encaisser. Oui, exactement, c'est ça. Avant, seuls les lords pouvaient faire cela. Oui, car ils avaient de l'argent, c'est ça? Ouais, on savait qu'ils avaient l'argent. Ou en tout cas, ils avaient l'apparence d'avoir de l'argent. Donc mes potes ont fait ça, ils ont fait l'habeas corpus et le billet à ordre, qui est un instrument commercial sous la Lex Mercatoria. Même dans les codes classiques, il y a des billets à ordre, promesse de payer, c'est ce qui est fait dans les prêts bancaires. Donc ils ont mis un billet à ordre de 300 millions de dollars au greffier, en disant laissez-le sortir. Ça c'était dans la première semaine de mon incarcération. Et le tribunal a pris le billet à ordre. Ils ont tamponné, accepté. Et si tu comprends le droit du contrat, la Lex Mercatoria, une fois que tu acceptes quelque chose, tu prends comme quelque chose, donc c'est considéré comme livré, la livraison est faite. Donc c'est les porteurs du titre légal. Donc la valeur de ce billet est dans leurs mains. C'est les porteurs en bonne et due forme. Donc ils l'ont pris, ils ont accepté le contrat, mais ils ne m'ont pas laissé sortir. Donc ils ont pris l'argent du cautionnement, ils l'ont encaissé. Ouais, c'était une promesse de payer si toi tu n'allais pas au tribunal une fois qu'ils te le demandaient, pour qu'entre-temps tu puisses sortir de prison et faire ta vie en attendant ton jugement. Ouais, la façon dont le billet était écrit, c'est que n'importe quelle façon, l'argent que vous faites dans votre tribunal de la compagnie de la baie d'Hudson, vous êtes très loin de faire 300 millions de dollars, donc nous on va vous donner 300 millions de dollars pour laisser notre pote sortir. Donc ouais, c'est même bien plus qu'un cautionnement. On leur dit carrément, si vous voulez faire de l'argent, et ben voilà, on vous donne un pont d'or. Donc voilà, c'est l'histoire des 300 millions. Donc là, ouais, tu savais que c'était la Lex Mercatoria qui primait. Ah oui, là, on savait, on maîtrisait. On savait très bien ce qui passait, on comprenait. Et je pense qu'en plus où on en était, c'était leur dernière chance de pouvoir d'essayer de m'avoir. Le fait de me mettre en prison et d'essayer de me faire craquer. Donc on le met en prison, on va le provoquer, on va lui faire peur. Et on va voir s'il a vraiment les couilles de tenir sa position et de nous tenir tête. Voilà, c'est ce que c'était. Allons voir ce qu'il va faire. Comment il va réagir. Ouais, parce qu'ils auraient pu me maintenir en prison bien plus longtemps. Donc surtout, je n'ai rien signé tout ce temps-là, car je connais la valeur de ma signature. Donc j'ai rien signé, aucun registre, ni signature pour rentrer, ni pour sortir, ni pour la prison, ni même pour l'infirmerie. Je n'ai rien signé non plus pour avoir des extras, des barres chocolatées en plus, tous les petits extras de shampoing, des frites en plus ou quoi que ce soit. Donc j'ai bien tenu le coup sur tous ces trucs-là. J'ai refusé de signer non plus, rien que pour rentrer dans le van, dans le panier à salade des flics. Quand ils t'emmènent au tribunal, tu dois signer le registre. Donc j'ai refusé de signer ça. Et les shérifs qui m'ont dit, on vous emmène pas au tribunal alors. Moi j'ai dit, pas de problème, je retourne dans ma cellule alors. J'ai pas envie d'aller au tribunal. J'ai objectionné le tribunal, c'est eux qui essayent de m'y amener. Par la force, donc ramenez-moi dans ma cellule. Si je n'apparerai pas au tribunal, c'est pas mon problème. C'est eux qui veulent. Finalement, ils me disaient quand même de monter, quoi. Ils étaient choqués que je refusais de tout signer. C'est là que je pense que beaucoup ont réalisé que tu peux pas forcer quelqu'un à signer. Ok, mais tu refusais même de signer pour une barre de chocolat en plus. C'est quoi ta position par rapport à ça? Car en signant, ils obtiennent ton accord à quelque chose, c'est ça? Ouais, ça aurait donné mon accord tacite à tout ce qui se passait, le fait que je sois d'accord d'être maintenu en prison. Alors ça peut paraître un peu drôle, mais quand eux se font payer pour l'incarcération de quelqu'un,
un homme ou une femme, hein. C'est toute la paperasse que les prisonniers ont signée, qui sont allés à l'infirmerie, qui ont obtenu un extra ceci, un extra cela, qui prouve qu'ils étaient bien en prison. C'est une preuve, c'est pour ça qu'ils veulent que tu signes. Après, ils peuvent aller voir le gouvernement avec en disant, bah regardez, on a eu lui, mais si je ne signe pas, bah on a un mec, mais on peut pas prouver qu'il était là. Mais il est là. Ah ouais, donc c'est pour les amendes aussi, ils veulent que tu signes, c'est ça? Ou alors ils te disent, bah, il faut signer ici, sinon vous pouvez pas sortir. Oui, je comprends ce que tu insinues. Oui, c'est un accord. Ce qui se passe si tu signes et que tu mets sous la contrainte. Car ils te menacent de te faire du mal si tu ne signes pas. Oui, ça, j'ai fait ça. J'ai essayé ça. J'ai tout essayé. Ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Je retourne en prison, ça me sort pas de la prison, ça. Ça me fait pas sortir de cette situation. Donc il ne faut rien signer. Ah, si tu signes rien, ouais, ils ont un problème. Hein. Ouais, il n'y a pas de marque, pas de signature. Comment tu négocies sans signature? C'est comme si tu avais un chèque qui n'était pas signé. Bah, tu vas pas pouvoir l'endosser. Hein. Ok. Ouais, c'est la signature hein, qui fait tout. En fait, on comprend tous l'ex mercatoria. D'une certaine façon, de la façon dont c'est, si tu comprends comment faire un chèque, comment un chèque marche, ben c'est ça, mais du coup, il ne veut pas que les gens comprennent. Donc si tu comprends ce qu'est un chèque, c'est une lettre de change, c'est tiré sur la banque. Une lettre de change, c'est un morceau de papier avec 4 choses dessus, et sans l'adresse de la banque comme payeur. Une lettre de change, c'est le même effet sans l'adresse de la banque dessus. Crois-le ou pas. Hein. C'est considéré comme de la monnaie. Mais ça, on ne le sait pas et ne nous l'enseigne pas. Ouais, je sais. D'ailleurs, on va aller plus en profondeur vers ça. Ok, j'en reviens aux 300 millions. Oui, donc 300 millions sont placés au tribunal. Ils l'acceptent. Mes potes me confirment qu'ils l'ont pris. Le dernier jour du procès, elle me rend coupable. Elle me donne une interdiction de 5 ans sans conduire. Une amende de 1285 $. Et 1 jour de prison. Comme condamnation. Et ensuite elle dit, et je vous donne 59 jours de crédit. Et si tu regardes dans n'importe quel dictionnaire, le mot crédit, c'est un mot commercial. Et bien sûr, il y a d'autres définitions, mais c'est principalement un terme commercial. Donc il y a quelque chose qui me revient. J'ai du crédit d'une façon dans les termes commerciaux. Donc elle a rendu son verdict coupable. On s'est fait une petite compétition de regard droit dans les yeux, car j'avais bien les boules. Et elle m'a répondu du regard comme ça, et personne ne comprenait ce qui se passait. On se regardait les yeux dans les yeux. Les autres ne peuvent pas me voir, hein, ne peuvent pas voir mon regard, car ils sont derrière moi et moi je la regarde dans les yeux. Et là elle dit, j'ai l'impression qu'il est en train de réfléchir à quelque chose. Donc on a fait un petit break pour que je puisse réfléchir. Attends, mais elle vient juste de te condamner et du coup, vous faites un break? Elle vient de rendre son verdict là. Donc qu'est-ce qui se passe là? T'avais besoin de répondre quelque chose? Oui, je l'ai fait. Bref, du coup, je suis allé dans la cage d'escalier. Et donc je réfléchissais à ça, je priais. Et je me disais, merde, il faut pas que j'ai ces 5 années sans conduite. Parce que moi, ce que j'ai réalisé de ce qui se passait en prison, quand j'étais en prison, je voyais les autres gars qui se prenaient tous des verdicts sous conditions. Et la plupart du temps, les gens, dans leur vie normale, ils pouvaient pas respecter ces conditions, donc ils se faisaient rechoper derrière. C'est leur façon de faire et d'arnaquer les gens. C'est une
tactique pour garder les prisons pleines. Et certaines de ces conditions, c'était certains condamnés, c'était bah, vous pouvez pas aller dans Vancouver telle période. Et c'est là où leur famille habite, où leurs amis habitent. Donc ils savent que les gens vont pas respecter ces conditions. Après, ça a beaucoup à faire avec la drogue. Hein. Donc moi, je le voyais en prison, je les voyais revenir. Et tous les lits étaient pris tout le temps. C'est un super business, une super arnaque. Des fois même ils avaient trop de monde en prison quoi. Ils les mettaient dormir dans la salle de sport. Mais je te garantis tous les lits étaient pris. Et les flics savaient hein, qu'il y avait de la place ou pas, tout ça. Ouais ça craint. Hein. Donc ouais j'ai beaucoup appris. Hein. Donc je savais que si je me prenais 5 ans d'interdiction de conduire, ça allait pas te faire quoi. 5 ans sans me faire arrêter, c'est chaud. Mais je vais forcément me faire toper à un moment donné. Et je vais me retrouver comme les autres, les lits tournants. Pour le reste de ma vie, parce qu'après ça repart, ils changent les conditions, etc. etc. Ah, mais du coup, elle t'a quand même, tu vois, autorisé à penser, à réfléchir. Et ouais, j'y suis retourné, je lui ai dit, moi je veux parler sur les 5 ans de sans permis de conduire. Ça va me causer du tort. Alors elle a réagi, elle a fait, ah d'accord, pouvez-vous expliquer cela? Ben, je suis vendeur, donc je dois conduire hein, pour bosser et pour gagner un salaire. Donc entre les différents sites de construction, donc j'ai besoin de conduire pour cela. Sinon je peux pas vivre. Et j'avais mon patron qui était dans le tribunal derrière en plus. Il était venu voir le verdict. Et il a levé la main, il a dit je veux parler. Le juge a dit ouais bah venez parler. Et il a dit oui je confirme, il travaille pour moi, il a besoin de conduire pour travailler, pour gagner sa vie. On leur a dit ok donc on enlève ça, on supprime. Le procureur, il a levé la tête, il dit quoi? Voilà, supprimer ça comme ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit putain, mais ça marche. Et c'est chose que j'ai entendu qu'on peut négocier certaines choses. Ouais, c'est ça, à cause d'un potentiel de tort causé, qui est aussi un principe de common law. Tu peux pas causer du tort à une autre personne. Ouais, c'est ça. Ouais, donc même s'ils appliquent les règles de la ex mercatoria, ils ne doivent pas causer du tort. C'est ça, à moins que je l'accepte. Oui, à moins de donner ton accord, qu'il soit tacite ou pas. Donc tu vois, moi j'entendais toutes ces rumeurs que tu pouvais négocier le verdict, des conditions attachées, mais j'avais jamais été condamné avant, j'ai jamais pu le tester. Donc je me suis dit, ok, bah écoute, je vais essayer. Je vais négocier cette offre. Donc elle a laissé tomber les 5 ans sans permis. Bon, l'amende de 1200, je peux la payer. Et là, je lui ai dit, moi, je veux parler des 59 jours de crédit. Donc, elle me répond, ok. Et j'avais entendu en prison dire que si tu étais dans cette situation où tu avais fait trop de jours et que tu étais innocent, qu'il avait un dédommagement de $300 par jour de trop que tu avais fait. Quoi. Ils te disent pas, hein, mais apparemment, les prisonniers disaient ça. Donc je pense qu'elle pensait que j'allais demander ça. Donc c'est pour ça qu'elle a dit ok. Et là du coup j'ai dit il y a un billet à ordre qui a été placé contre mon incarcération. Mais là elle répond quoi? J'ai dit un billet à ordre a été mis contre mon incarcération. Elle a dit quoi? Et là j'ai recommencé à dire un billet à ordre. Et là elle m'a coupé, elle a dit ouais ok j'ai compris. Et elle m'a dit mais où cela a été mis? Ça a été placé à l'adresse 222, je connais pas exactement l'adresse d'ici, elle dit ouais c'est bien l'adresse d'ici. Et là elle dit mais où exactement? Bah, au greffe. Ok. Et là j'ai dit je veux que le billet à ordre équivale aux 59 jours de crédit que vous venez juste de me donner. Je veux que ça fasse la balance. Donc je lui ai fait comprendre que je voulais l'équivalence. Avec les 59 jours. Et là, elle dit ok, le billet à ordre est de combien? Et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai réalisé ce qui se passait, la situation. C'est Dieu qui me donnait les bons mots dans ma bouche, parce que j'avais pas planifié cela en fait. Là, on pense que j'avais planifié ça, mais pas du tout. C'est sorti comme ça. Et c'est là que j'ai vu, quand elle m'a demandé de combien était le billet à ordre, j'ai fait waouh, qu'est-ce qui vient juste de se passer? Et là, j'ai dit 300 millions de dollars. Et là, du coup, elle a fait cette tronche. Et j'ai entendu derrière moi toute la salle s'étouffer. On peut dire que ça a fait du bruit. Donc elle a essayé de récupérer du coup. Et moi, je lui ai dit je veux ça en cash ou un chèque certifié.
Je me rappelle plus si j'avais dit en or ou pas. Je crois que mon pote m'a dit que j'avais dit or aussi. Mais je me rappelle lui avoir dit ça, que je voulais pas qu'elle me rende un autre billet à ordre en fait. Ouais, donc elle a accepté l'accord avant qu'elle sache combien. Ouais, ça m'a laissé perplexe et laissé réfléchir pendant un bon moment. Pourquoi elle a fait ça comme ça? Parce que je pense qu'elle savait qu'il y avait eu un billet à ordre. C'est dur de dire. Si j'étudie le langage du corps, de son corps. Mais par contre, sa réaction quand j'ai dit 300 millions, ouais, ça l'a vraiment choquée. Elle était surprise. Donc je suis pas sûr de quoi elle était au courant. Mais on a vérifié après et en fait c'était la nouvelle juge, la plus jeune de la Colombie-Britannique. Ça faisait seulement 3 mois, elle s'est retrouvée avec mon cas. Elle faisait même pas partie des juges de Vancouver, ils l'ont amenée comme ça. Ouais, ils l'ont sacrifié, ça a été son rite de passage, d'initiation. Ouais, je pense que personne voulait prendre mon cas. On lui a dit, t'es en bas de la liste, donc c'est toi qui t'y colle. Ouais, car personne d'autre ne voulait. Non, ils ont tous esquivé. Ouais, donc c'est quand même incroyable ton histoire. Moi, je veux aller plus en détail dans les résultats, ce que ça a amené. Ah merde, je crois que c'est l'heure de la pub. Mais j'ai encore tellement de questions à te poser. Ah, j'espère que les gens aiment cette émission. Pour tous ceux qui sont impliqués dans le juridique, ouais, ça c'est critique d'écouter ça. Bah ouais, mais ouais, plus particulièrement au Canada, en tout cas. On revient tout de suite. Et voilà, on est reviendu. Donc j'ai un invité dans le studio qui a posé la question en 1 million de dollars, enfin plutôt je dirais 300 millions. Elle me demande, et alors, t'as eu l'argent? Non, non, j'ai rien touché. Mais c'est ok, hein, parce que on va voir avec ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui s'est donc passé après ça? T'as mis la reine en défaut, en échec, ou le gouvernement de Colombie-Britannique. Ouais, j'ai essayé de récupérer l'argent, impliquer beaucoup de gens dans la structure pyramidale, jusqu'au gouvernement fédéral. Alors, un des conseillers du conseil privé du roi du Canada a démissionné le jour où il a reçu mon avis de défaut de paiement. C'est fédéral? Oui, c'est fédéral. Ouais, en fait, on s'y attendait pas. On a été choqués. Ouais, c'était un de leurs meilleurs en plus. Je crois qu'il avait été PDG de la BRI. Donc c'était un banquier important. Donc dans leur système à eux, c'est là qu'il est devenu clerc du Privy Council. Donc l'officier du conseil privé du roi au Canada. Voir dans les liens. C'est pas ce mec qui a bossé pour A-River? Non, je sais pas, je me rappelle plus d'où il est. Mais c'était un gros ponte du système. C'est le genre de mec qui pouvait avoir une audience avec la reine, tu vois. Il était à ce niveau-là. Il traînait avec les Rothschild, les Rockefeller. Donc on parle de ce niveau. J'irais pas jusque dire que c'était leur ami personnel, mais dû à sa position, ouais, c'est le genre de personne qu'il côtoie. Ok, donc ce mec-là a démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc j'ai fait un autre prérogative writ, écrit prérogatif, qui s'appelle un mandamus, c'est en common law, voir dans les liens, une espèce de recours juridique exceptionnel, une forme d'appel pour les cours fédérales. Donc je l'ai fait pour la reine, pour qu'elle règle cette affaire, de par leur serment que tous ses agents prêtent. Ils lui prêtent tous serment, donc en tout cas au Canada, un serment de fealty, de fidélité au roi, donc ici à la reine. Et le serment de la reine est sur la Bible. Donc je lui ai envoyé un document qui est à 90% des vers de la Bible, et que du coup elle ne respecte pas son serment. Et elle, en tant que défenseur de la foi, elle doit prendre son rôle et corriger ce problème. Mais à l'origine, le billet à ordre a aussi été fait pour la province de la Colombie-Britannique et pour la reine. Et moi je pense pas qu'elle le savait. Je pense que le gouvernement de la Colombie-Britannique s'est dit putain merde, on doit 300 millions. Donc elle, la reine, elle a jamais vu, elle savait pas. Mais une fois que je l'ai notifié, elle est obligée de savoir. Donc moi je pense qu'il y a des coups de téléphone qui ont été passés et plein de choses qui sont passées derrière les rideaux. Mais bon, bien sûr, moi c'est ce que je pense, mais je peux pas te le prouver en tout cas, ce qui s'est passé derrière, ce qu'ils ont fait. Mais je suis sûr que quand elle a vu ce billet à ordre,
qu'elle en a voulu la moitié, si c'est pas tout, hein. Donc pour en revenir à cet agent de police de Barnaby qui m'a arrêté, il y a un pote à moi qui l'a vu, je sais pas, peut-être 2 ans plus tard. Ils l'ont mis à la circulation sur la nationale. Donc il était plus à Barnaby. Je pense qu'ils pouvaient pas le virer parce qu'il était syndiqué. Mais bon, ils l'ont mis à la circulation pour le punir. Yeah, the federal RCMP federally runs the freeway. Ok, je vais te poser d'autres questions. Donc sur le bon, le billet à ordre, le cautionnement. Parce qu'il me semble... attends. Comment le bon est lié au billet à ordre, la promesse de paiement? Ouais, à l'époque, on faisait des billets à ordre, billets à les cautionnements. Bon, c'est pas évident de traduire les équivalents. Alors, pour le bon, donc on soumet ce bon au trésor US et on écrit un billet à ordre pour appuyer et soutenir ce bon. C'est comme un chèque, tu peux aller l'encaisser au trésor public. Enfin, si tu es connecté au système, donc c'est plus les banques. Nous les paysans, on peut pas le faire. Mais le gouvernement de la Colombie-Britannique, par exemple, peut le faire. Et toi, en plus, tu as la position où tu as la double citoyenneté américaine et canadienne. Donc ouais, c'est sûr que ça m'a aidé. Ça m'a protégé et ça leur m'a permis de pas qu'ils aient juridiction sur moi. Ouais, parce que la seule identification que j'ai montrée donc, à cet agent de police, c'était mon passeport américain. Donc, par rapport à ça, il ne pouvait pas établir juridiction, car j'avais pas de permis de conduire. Donc en fait, un Canadien normal ne pourrait peut-être pas faire ce que toi tu as fait. Et maintenant je me pose la question, est-ce qu'ils ont accepté ce billet à ordre et que maintenant ils ne l'accepteraient peut-être pas en fait? Et le juge, s'il avait su, il dirait ah non, peut-être pas quoi. Oui, le billet à ordre, donc la promesse de payer, oui, c'est sûr que maintenant il ne l'accepterait plus au tribunal. Parce qu'on l'a déjà fait et ça les a mis en défaut. Par contre, un bon n'a rien à voir avec eux. Parce que du coup, là, c'est une autre agence qui détient les fonds comme cautionnement et assurance pour une affaire en cours au tribunal. Ok, explique-moi parce que là, je comprends pas. Ça vient du fait qu'ils ne peuvent en fait causer du tort à un homme. Il faut comprendre ce concept. Mais ils le font tout le temps. Et donc ceux-là, ils doivent être assurés. Comme dans les cas de négligence, tu dois être assuré. Négligence d'un médecin, par exemple, ou d'un hôpital. Oui, mais ils obtiennent l'accord des gens à qui ils causent du tort. Oui, c'est ça. Et dans ce sens, ça les déresponsabilise de ce qu'ils sont en train de faire. De leur causer du tort si la personne est d'accord. Oui, c'est ça, mais il peut aussi avoir une affaire où il n'arrive pas à avoir l'agrément, car la personne sait, ou alors elle dit mais vous m'avez pas donné la complétude d'information, du coup le contrat est non avenu. Donc tu vois, il faut qu'il soit assuré pour ce genre de cas. Ok, donc chaque affaire, procès doit avoir une assurance. Ouais, c'est ça. Et c'était déjà comme ça au temps de la Lex Mercatoria et la loi d'amirauté. Il y avait des bons d'assurance sur le navire, sur l'équipage, sur le cargo, la marchandise. Un bon même sur le capitaine, car il y avait des choses qui disparaissaient à cause de la piraterie et toutes les autres arnaques. Donc ce truc d'assurance était important déjà au Moyen-Âge. Apparemment où ça a commencé, mais ouais, c'était énorme. La place de l'assurance, des assurances, c'est énorme. Donc ces mecs doivent être assurés, le juge doit être assuré, la police, tous les agents doivent avoir une assurance. Ils doivent tous avoir un bon qui correspond. En fait, même les politiciens. Alors, qui s'occupe de ces bons d'assurance? C'est des pratiques courantes d'assurance par les compagnies d'assurance. Mais c'est dur de les trouver car ils le cachent. Spécifiquement au Canada, aux US, c'est un peu plus ouvert sur ça. Et ils appellent ça le risk management, donc la gestion des risques. Donc tu vois, ils le cachent sous différentes formes. Mais bon, c'est des compagnies d'assurance, ça fait partie de la Lloyd's à Londres. Donc derrière, le réseau est énorme quand on parle du business de l'assurance. Donc disons que la Lloyd's,
de Londres a un contrat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour assurer toutes les affaires du tribunal et du système juridique. Ouais, la Lloyds à Londres, c'est plutôt comme une entreprise parapluie qui réunit toutes les autres compagnies d'assurance. Donc c'est pas une compagnie d'assurance en elle-même, c'est plus une espèce de consortium par tous les gens qui sont en haut de l'échelle. Va étudier l'histoire de la Lloyds. Ça a démarré dans un café qui s'appelle Lloyd's. Donc tu vois le mec, genre de mec qui se réunissait pour comploter. Bref, c'est toute une autre histoire. Donc ils sont assurés, mais leur assurance est limitée. Du coup, si tu perds ton bon d'assurance, ta police d'assurance, tu peux plus rien faire. Comme c'est un docteur, si tu perds à cause de négligence, tu peux plus pratiquer. Et c'est pareil pour un avocat, par négligence, il peut plus pratiquer la loi. Donc en commerce, tout est assuré. Donc chaque affaire est assurée pour tant de dollars. Et il y a différents bons polices d'assurance qui rentrent en jeu, suivant tous les intervenants. Et parce qu'ils m'ont transformé en marchand, en commerçant, par le truchement de l'acte de naissance, moi je leur dis, je suis un marchand, un commerçant, voilà 300 millions. En gros, je surenchère et j'achète mon affaire, mon cas du tribunal, en l'assurant sur l'acte de naissance. Donc en fait, tu arrives au tribunal avec ton statut de marchand et tu surenchéris en disant c'est moi qui vais assurer mon procès. Ouais, c'est pour ça qu'après le juge devient tout gentil, s'occupe de moi. Et à un moment donné, je t'ai même entendu dire que le montant de ces assurances ne dépend que de la quantité d'encre que tu as dans ton stylo. Ouais, tout à fait. Alors, attends, je réfléchis, je comprends pas complètement le concept. Car pour la compagnie d'assurance, s'il se passe quelque chose de pas bien, alors ils deviennent responsables pour payer les dommages et intérêts. Donc on va dire c'est du vrai argent qui doit sortir de quelque part. Mais toi, t'arrives et t'assures le procès pour 300 millions. C'est bien ça, hein? Ouais, t'as bien compris. En fait, c'est le trésor public US, qui a le pouvoir de faire apparaître ces dollars-là. Ok, mais c'est pas eux qui assurent le procès. Ouais, mais c'est eux qui détiennent l'argent. Ouais, mais c'est tes potes qui ont mis le billet à ordre au greffe. Oui, mais le bon d'assurance et le billet à ordre, c'est deux choses différentes. Si on parle de bon, c'est quelque chose de différent. Oui, je comprends pas tout, c'est pour ça que je demande la relation qu'il y a entre le bon et le billet à ordre. Oui, le billet à ordre repose sur le bon d'assurance qui a été déposé au trésor public. Donc ça, c'était une pratique qui se faisait avant. Mais t'as pas besoin de les assurer non plus comme ça, ça reste valide. Le billet à ordre reste valide. En fait, tu dois comprendre l'histoire de cela pour comprendre. Parce que nous, en fait, on est éduqués de la façon opposée. D'ailleurs, on nous éduque pas sur ça. Mais à l'époque, il y avait seulement la classe marchande qui savait faire ça et qui pouvait faire ça. Et eux comprenaient comment tout cela marchait. Et personne d'autre pouvait le faire. Donc ils avaient ce pouvoir de créer l'argent par le stylo. Oui, car tout ce qu'ils faisaient avec le stylo, c'était promettre de payer à un temps donné. Et donc ce papier signé, l'autre marchand l'acceptait simplement, ouais c'est bon pour moi. Je peux en effet collecter à telle date. Mais en fait ce qui se passait vraiment, c'est qu'il prenait ce morceau de papier, cette promesse de paiement, mais il n'allait pas la collecter. Et il l'utilisait simplement pour acheter des trucs que lui avait besoin de vendre. Donc il transférait ce bon à l'autre marchand qui disait ah oui je le connais donc c'est bon je te le prends. Donc ok il te doit de l'argent, moi je le prends comme ça maintenant il me doit de l'argent. Donc c'est une méthode de paiement. Tu commences à comprendre comment ça marche? Ouais mais pas complètement. Donc en fait si jamais personne ne vient collecter l'argent originel de celui qui a fait la promesse de paiement au départ, du coup cette promesse de payer, ce billet à ordre, il continue à circuler entre les marchands. Ok, comme mon cerveau il a du mal à comprendre, je vais essayer de reformuler pour moi. Donc ce qui est sorti en premier, c'est le bon d'assurance ou le billet à ordre? Moi j'ai mis ce bon d'assurance moi-même au départ, et une fois qu'ils m'ont incarcéré, mes amis ont déposé le billet à ordre.
Donc en effet, il y a deux choses différentes ici. Donc le bon d'assurance que tu as déposé au trésor, c'était pour combien? Ouais, je crois, il me semble que j'ai déposé 300 millions aussi, que quelqu'un nous avait dit que 300 millions c'était le bon chiffre pour le système. Donc alors que ton affaire, ton procès est déjà assuré par quelqu'un et on sait pas pour combien, mais certainement c'est moins que 300 millions, tu crois pas? Ah oui, oui, certainement. Ouais, autrement ça n'aurait pas fait l'effet que ça a fait pour moi. Je me retrouverais pas au-dessus de l'affaire à contrôler et tout ça. Et en fait, on a la preuve que ça a dû marcher, car Wally Oppel, qui est le procureur général, pendant tout ce processus, il est passé à la télé, soudainement en disant ouais, nos juges travaillent dur, il faut augmenter leur police d'assurance. Ah, donc pourquoi soudainement il allait déclarer ça à la télé? Ouais, donc eux aussi ont appris de cette affaire. Ouais, on était devant eux. Ouais, mais donc du coup pour le prochain qui va vouloir essayer, ça va pas être si facile. Ouais, en fait, c'est peut-être même l'opposé, parce que maintenant que eux le savent, en effet, ils savaient pas trop quoi faire, mais certainement que maintenant, oui, en effet, ils vont faire très attention. Et ils vont essayer d'éviter ce genre de situation, bien sûr. Comme avec moi, où ils sont allés trop loin. Hein. Donc c'est possible qu'en faisant ça, ça leur fasse peur tout de suite, et qu'ils abandonnent tout de suite. Ouais, donc si t'avais assuré ton procès, et puis que le bon était moins élevé pécuniairement que le bon original, l'assurance originale, qu'est-ce qui serait passé? Je sais pas, il y aurait certainement eu des effets, mais peut-être pas autant, surtout au niveau des compensations. Mais si leur police d'assurance était plus forte que la mienne, ils pouvaient recouvrir ma police d'assurance. Donc du coup, ils se sentiraient couverts sans problème. L'idée, en effet, c'est de dépasser la leur, parce que du coup, ils ne sont plus couverts, donc ils sont à découvert. Parce que du coup, si cela éteignait mon bon d'assurance, ou qu'il était donc liquidé, là je vais te dire c'est la théorie, parce que j'ai jamais vu en pratique, car j'ai jamais eu besoin de le faire. Donc la théorie derrière, et j'ai mis un moment à comprendre cela, car nous on essayait de faire plein de choses au tribunal, et du coup sur certains trucs comme ça, quand je voyais la réaction, ouais là j'allais creuser, j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer, donc t'essayes d'évaluer, de faire des théories, donc du coup moi ce que j'en ai compris c'est que le trésor public US payera n'importe qui à qui on a causé du tort, et derrière ils iront récupérer sur la personne qui a causé du tort. Oui, c'est ça, la personne qui a causé du tort. Donc ils vont aller voir la compagnie d'assurance et la police d'assurance de celui-là qui a causé du tort. Donc ils enverront leur agent de recouvrement à la compagnie d'assurance en leur disant bah, nous on doit récupérer ça. L'assurance dira bah nous on couvre simplement à ce niveau-là, à ce montant-là. Donc le trésor dira ok bah nous on va prendre tout ça, on va aller récupérer le reste directement à la personne, donc sur son patrimoine direct. Donc imagine-toi si cette personne est un juge. Ok, Cal, j'essaye toujours de comprendre. T'as mis le bon d'assurance pour 300 millions et t'as décidé de ce montant. Mais du coup, est-ce que ce bon, c'est une promesse de toi de payer ce montant? C'est 300 millions au cas où tu causes du tort? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est soutenu et garanti par mon acte de naissance. Mais du coup, donc il y a assez sur le patrimoine de naissance? Ouais, tout à fait. Oui, c'est possible. Donc il y a assez. Car ta personne corporation est représentée par l'acte de naissance. Donc c'est un système de compte de sûreté qui a cet argent, autant d'argent dessus, oui c'est ça. Oui, mon marchand, mon homme de paille marchand a cet argent disponible. Moi je peux pas y accéder, en tout cas c'est très dur, mais le trésor public sait comment faire. Mais il y a une limite sur la valeur de l'acte de naissance. Écoute, je sais pas, mais voilà, tu vas avoir le trésor public et tu lui dis bah voilà un bon d'assurance pour tant d'argent. S'il y a un problème avec cet instrument financier négociable, bah renvoyez-le moi. Vous avez 14 jours. Si tu le renvoies pas dans les 14 jours, bah alors vous l'avez accepté. C'est ça alors là, l'ex mercatoria, oui c'est ça. Donc law merchant en anglais, loi marchande ou loi des marchands. Ouais, c'est ta déclaration. Si ça c'est pas bon, puis mon bon n'est pas bon, renvoyez-le. Alors ils l'ont pas renvoyé, donc tout était bon pour assurance. Et même ils adorent ça, car moi j'ordonne, je signifie, j'avise au trésor public qu'ils peuvent utiliser, dépenser tout cet argent pour ce qu'ils veulent. Par contre, si quelqu'un vient parce qu'on lui a causé du tort dans cette affaire particulière, comme moi par exemple, bah là ils doivent payer cette personne. Donc ouais, tout est bon. Donc en fait, de la pointe de ton stylo, tu leur as simplement donné 300 millions, c'est ça? Oui, c'est ça.
Par contre, l'obligation derrière, c'est que s'il y a causé du tort, ils doivent en payer sur ce montant. Oui, c'est ça, ils sont obligés sur ce montant. Donc tu as créé cet argent à la pointe de ton stylo, et c'est ce que les marchands font depuis des millénaires. Ouais, c'est ça, et ils nous ont tous transformés en marchands par l'acte de naissance, et en volant nos signatures sur des papiers signés. Ils nous ont jamais dit comment ça marchait vraiment, donc à chaque fois que tu signes quelque chose, gling gling, c'est le potentiel d'être tourné en lettres de change, qui est de l'argent, et donc eux, ils prennent, autant que tu signes. Ouais, moi j'ai mis toutes ces années à comprendre cela, par ma sueur et mon sang, hein. Donc à un moment donné, je me suis dit, ouais, je vais utiliser ça pour moi, hein. Donc ouais, j'accepte aussi, si vous dites que je suis un marchand, bah moi je marchande. Mais je vais même aller marchander pour les autres. On va vous la mettre dedans, et du coup les juges ont commencé à se barrer en courant, hein. Voilà, moi c'est tout ce que je peux te dire de toute mon expérience. C'est réel. Ok, je vais revenir en arrière un peu et te poser une question simple. Bon, par contre, je sais pas si tu vas aimer la question. Ouais, vas-y, je m'en fous. Mais qu'est-ce qu'une lettre de change? Alors, une lettre de change, c'est un morceau de papier, enfin à la fin du truc, pour simplifier. Une lettre de change est un papier avec de l'écriture dessus. Faut vraiment comprendre cela à ce niveau-là. Ok, il y a juste que l'écriture doit avoir 4 éléments principaux. Et tu le retrouves dans l'acte Bill of Exchange, lettre de change dans le code canadien, la définition d'une lettre de change. Même pendant la pub, je te montrerai. Donc il faut 4 éléments. Quelqu'un doit à quelqu'un d'autre. Donc il faut 2 noms dessus. Et ça peut même être les 2 mêmes noms. Ah, c'est tellement bizarre leur truc. Donc il faut 2 noms dessus. Personne A doit à personne B tant de dollars. Donc il faut qu'il y ait une somme déterminée. Il doit avoir une date de paiement. Soit sur demande, soit une date dans le futur. Comme un chèque post-daté. Et on l'a tous déjà fait en fait. Un chèque est une lettre de change. Bill of Exchange, billet d'échange en anglais, ou facture d'échange. Et il doit avoir une signature. Donc tu vois qu'il y a un sacré paquet de papier qui ressemble à ça. Une fois que tu comprends ça, tu vas les voir partout. Tu vas te dire merde, putain, c'est une lettre de change. Mais maintenant qu'on est tous marchands, on peut les créer maintenant. Nous aussi. Oui, tout à fait. On savait pas qu'on pouvait, et en plus on en a créé, mais on savait pas ce que c'était. Et celle qu'on a créée, c'était pour le bénéfice des autres. Enfin, d'eux, en tout cas, et eux en prennent l'avantage. Tous les avantages. Et c'est décrit, expliqué dans la lettre de Mandel House, qui écrit à Woodrow Wilson, le président US de l'époque. Je mets le lien en dessous. Il dit dedans, à travers l'Alex Mercatoria, on va accumuler toute cette richesse. Et s'il y en a un sur 1 million qui comprend cela, on a le déni plausible pour nous. On peut dénier. Mais en gros, il dit personne va jamais comprendre. Ouais, bien sûr, Woodrow Wilson, c'est le président qui a fait passer l'acte de la Fed US. C'est ça. Ouais, c'est aussi sous son mandat que ce système d'acte de naissance moderne est apparu, donc dans les années 30, où ils ont commencé à enregistrer tout le monde sous l'acte de naissance. Dans la lettre, il dit même, et ils enregistreront même leurs enfants comme Châtel. Et donc comme ça, on les aura pour toute leur vie, comme des esclaves en gros. Voilà, c'est ça leur système. Mais du coup, personne ne le sait parce que personne ne comprend qu'ils sont des marchands. Et qu'en comprenant cela, on peut carrément faire tourner les choses. Et c'est eux qui se retrouvent à te devoir de l'argent. Ouais, donc et toi, c'est ce que tu fais avec le mouvement In Power. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il semble, en fait, comme toi, tu décris la lettre de change. Pourquoi ne pouvons-nous pas, enfin, j'essaie de formuler et de réfléchir en même temps. Pourquoi ne pouvons-nous pas créer de l'argent au fur et à mesure qu'on en a besoin? Bah, tu le fais déjà. Ouais, mais pour en bénéficier, nous. Oui, je comprends ce que tu dis. Je pense que les gens qui regardent ici ont compris des choses aussi. Je prends pour exemple les moyens électroniques de paiement, comme la carte bancaire, Visa. La première fois que c'est sorti, la ChargeX. Donc au tout début, tu allais au restaurant avec ta carte, tu manges ton steak, tu bois un canon, une bonne tarte pour le dessert. Super, t'as passé une super soirée. Et le serveur t'amène la facture.
Donc toi tu sors ta carte, bah mettez-le sur ma carte. Donc à l'époque, ils prenaient la carte, ils allaient derrière le bar, ils la mettaient dans une machine avec du papier carbone dessus, en triplica. Donc un morceau de papier, tu comprends, hein, faut revenir à la base, faut comprendre ça. Donc il met du papier sur la carte, il tire sur le dessus de la machine pour que la carte soit copiée sur les papiers. Donc la copie de la carte apparaît sur les papiers en triplica. Et sur le dessus, il y aura le nom du restaurant, avec en dessous ton nom, qui est sur la carte, avec les numéros correspondants. Ensuite, lui, il inscrit le montant de l'addition de la facture, donc ouais, je sais pas, peut-être 150 €. Et ensuite, il te la ramène pour que tu la signes. Il t'en donne une copie et il garde les deux copies, une pour lui, une pour la banque. Et bah, tu viens juste de créer une lettre de change. À l'instant, tu viens créer de l'argent. Donc tu vois, tu fais ça tout le temps, mais bah, tu le sais pas, t'en as pas conscience. Donc ensuite, ce que fait le restaurant, moi j'ai bossé dans un restaurant, donc je sais comment ils font. Ils prennent ce morceau de papier avec leur nom et ton nom dessus. Ton nom qui paye tel montant au restaurant. Il y a une date dessus, car c'est daté, la machine est datée. Et donc ta signature. On a les 4 éléments de la lettre de chance, donc ils prennent ça et ils l'emmènent à la banque. Et la banque crédite leur compte de 150 €. Ils n'envoient pas ça à la compagnie Chargex, la compagnie de ta carte de crédit. Et c'est pas Chargex qui paye. Tu comprends ce que je dis ? Ok, Chargex est informé de la transaction. Ce que Chargex fait ou Visa, c'est qu'elle t'envoie une facture pour le montant total. Et donc tu le payes une deuxième fois, avec les intérêts. Tout ce qu'ils ont fait, c'est le courtier pour toi, parce que toi, tu sais pas le faire. Et donc, ils te facturent 100% plus les intérêts pour faire le courtier. Donc, en temps normal, simplement avec la signature, tu aurais juste dit OK, tu crées l'argent, et donc tu dis au restaurant, donc tu signes l'addition, tu leur dis vous pouvez revenir me voir et quand vous voulez, pour vous paye. Ou alors vous pouvez le donner en échange à quelqu'un d'autre. Et le jour où ils viendront me voir, je les paierai. Ouais, mais eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le mettre à la banque. Et le compte en banque est crédité instantanément. Ouais, ils attendent pas que Visa ou Chargex paye. On a l'impression que eux payent toutes ces factures et puis après qu'ils viennent récupérer l'argent, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, j'essaye de comprendre. Donc du coup, le compte en banque est crédité, il a augmenté par ce montant de 150 que toi tu as créé, à partir de rien, enfin de ta signature. Comme tu l'expliques, Chargex ou Visa n'ont pas créé cet argent. Oui, c'est toi qui l'as créé. Mais alors eux, ce qu'ils font, c'est parce qu'ils comprennent les règles, ils t'offrent ce service de courtage en plus, de gestion de lettres de change, et du coup ils font une super affaire en faisant ça, parce qu'ils ont 100% plus les intérêts, plus les frais. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et nous, parce qu'on est ignorants, on n'est pas éduqués sur ce genre de truc. Oui, tout à fait correct. Alors c'est comme pour les banques, toute cette histoire de fractionnement bancaire est basée sur ça, non? Comment ça se fait qu'une banque fait de l'argent à partir de rien avec ce fractionnement, me le prête à moi, alors qu'il y a 2 secondes il n'y avait rien. Maintenant je dois leur repayer. Et en plus payer les intérêts du prêt derrière. Comment que ça fait que certains peuvent le faire et certains autres comme nous ne peuvent pas? Ouais, parce que c'est la classe des marchands. Ouais, c'est la raison pourquoi en fait j'ai eu cette conversation hier avec John Tromeo qui était dans le studio. Donc c'est pour ça qu'une toute petite partie de la population est devenue toujours plus riche. Et tout le reste c'est fait... ouais, c'est des esclaves. Tout à fait. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont réussi à le faire. Grâce à Lex Mercatoria. Ok, c'est l'heure de la pub. Cela me semble si simple, mais en fait, ce n'est pas. Ok. On va revenir à l'affaire du tribunal, où tu as assuré ton propre procès. Donc, tu as assuré l'affaire, beaucoup plus que les autres. Et du coup, pourquoi soudainement les juges te brossent dans le sens du poil et s'assurent que tu sois confortable?
Parce qu'essentiellement, et spécifiquement au Canada, il n'y a aucun fondement juridique valide, excepté pour la charte de la compagnie de la baie d'Hudson. Il n'y a pas de gouvernement fédéral de jure, aucun corps juridique qui n'a aucune validité. En gros, au Canada. Ouais, en effet. La base, c'est la common law et les agréments, les contrats. Par que ce qu'on se croit qu'il y a toutes ces chartes, ces constitutions, ces déclarations non promulguées, c'est des déclarations, donc c'est basé sur rien. On va dire que légalement, ce n'est pas légal. Un autre truc que je dois te dire par rapport au tribunal, par rapport aux tribunaux et à la charte de Hudson, donc c'est qu'ils avaient autorisé pour mettre en force les lois. Donc cette entreprise avait l'autorité pour passer ses propres lois, mais il y avait une condition, donc des obligations par rapport à ça. Elle ne pouvait pas déroger à la common law. Ils ont essayé de supprimer cette condition avec les statuts de Westminster. Les gens disent que non, mais en fait, quand tu lis, on voit, c'est expliqué. Ils essayent de se débarrasser de la common law. Donc voilà, ça je voulais le préciser. Un autre truc, c'est que les tribunaux avaient la possibilité d'entendre les affaires de la common law, les affaires criminelles et les affaires civiles. Donc tu vois, on se rend pas compte qu'il y a tout ça parce que en fait, ils gèrent des business en parallèle dans le même endroit. Mais tout cela, la base est toujours la charte de Hudson. C'est leur seul statut valable en gros. Donc la charte de la compagnie de la baie d'Hudson, oui, c'est ça. Mais personne ne le sait, c'est comme ici à Vancouver. Le tribunal de Vancouver, sur leur porte, c'est marqué les heures d'ouverture business hour, donc c'est bien du business. C'est pas marqué horaire du tribunal. Et encore un autre truc dans l'acte de la terre de Rupert, que les tribunaux doivent être en continuité jusqu'au moment du transfert. Mais du coup, ils n'ont jamais été arrêtés en fait. Donc les tribunaux de la compagnie d'Hudson sont autorisés à continuer par un acte, celui de la terre de Rupert. Et une fois que le transfert s'est fait, l'acte de cession, et tu vas le voir au Canada, ici, c'est différent des US, aux États-Unis. Tu vas voir les affaires, l'État du Montana contre Hugh Riley, ou les États-Unis contre Hugh Riley. Mais ici, au Canada, tu verras jamais la province de la Colombie-Britannique contre Hugh Riley. C'est toujours Sa Majesté la Reine contre quelqu'un. Ou Regina contre... Ouais, ils ont différents titres par rapport à la reine, car ils ont rien d'autre de légal en fait derrière. La reine, quelque part, c'est la seule à avoir un statut légal, car il y a un agrément local avec les natifs originaux, les Indiens, et ça c'est encore toute une autre histoire. Donc c'est une grosse maison de cartes de jeu, ayant tous les apparats, une chose à elle. Et c'est simplement une maison fragile de cartes à jouer. Un château de cartes. Donc quand Trudeau débarque et utilise l'état d'urgence l'hiver dernier, moi je sais que lui il sait. Comment ça tu dis qu'il sait? Car il sait que la Charter of Rights n'est pas valide, qu'il n'y a pas de constitution canadienne. Ah d'accord, donc du coup il peut juste faire ça quoi, comme il veut. Ouais, il peut faire ce qu'il veut. Il peut violer tous tes droits s'il le veut. Et voilà, si toi tu comprends pas, ça pue pour toi, c'est bien fait. Car il sait que ces droits, cette charte n'existe pas, n'est pas valide. Oui, parce que son père lui a probablement expliqué un soir autour du dîner. Ah ouais, c'est clair, ils savent. Donc on en revient à cette loi constitutionnelle de 1982. Et même ce mec, Peckford, qui fait partie de ce truc de 1982, lui, quand je l'entends parler, je lis entre les lignes, je sais qu'il sait. C'est évident qu'il le sait aussi. Quand t'as les bonnes références, tu sais discerner ça. Et c'est comme René Lévesque, ouais, c'était un super mec. Et il était avec ces deux autres mecs. Mais si ces deux autres-là n'avaient pas été là, on aurait eu René Lévesque. On aurait eu René Lévesque au gouvernement. Alors cela veut dire quoi? Premièrement, t'as pas eu René Lévesque. Et du coup, ça signifie quoi? Ouais, il me semble qu'ils essayaient de régler le problème de cette situation. Oui, en effet, c'est ce qu'ils essayaient de faire. Donc ils ont quand même signé cette loi de 1982, mais la reine a mis une condition dedans pour sa promulgation. Donc pour la charte, pour la constitution. Donc ça n'a pas été promulgué. Et ce n'est pas valable.
Ça remplit pas cette condition. Réfléchis bien, où cette charte of rights et cette loi constitutionnelle, quand ont-elles été passées? Personne se pose la question. Comment ils ont été passés? Bah le Québec n'a pas fait passer. Non, le Québec n'a pas signé. Mais même sans ça, reviens-en au temps quand cela a été passé, promulgué. Et en plus, c'est le document qui crée le Parlement. Donc il faut lire ce qui a marqué dans ce document. Et donc après ça, le Parlement passe un acte qui crée cela. Ça n'a pas de sens. L'acte qui crée le Parlement qui crée l'acte. Ils peuvent pas faire ça. Donc le seul morceau de papier qui lui a donné force et effet est de la proclamation de la reine de 1982. Et dans ce document... ouais, qu'est-ce que tu dis? Ouais, t'appelles ça de la magie sophistiquée? Absolument. C'est le truc le plus magique que j'ai jamais vu. C'est très court comme proclamation, mais c'est waouh. C'est une magie des mots exceptionnelle. Bref, il y a un truc qui est dedans et que personne n'a remarqué, c'est que c'est assujetti. Tout ce qui est dedans prend pour effet à cette date. En fait, ça dit toutes ces règles prennent effet, virgule, assujetti à la section 59 et ce jour-ci, tel jour où elle a été signée en 1982. Donc du coup, il faut que tu ailles voir cette condition 59 qui dit et qui te renvoie à la section 23A je crois. Et c'est là que cette histoire du Québec rentre en jeu. Tout a à voir au fait que le Québec doit signer ça mais ne l'a pas signé et ne le signera jamais. Ce qui signifie, une fois que si le Québec signe, alors cette section 59 est abrogée de l'acte et l'acte est renuméroté, doit être renuméroté. Et il doit avoir une nouvelle proclamation et rien de ça n'est arrivé. Ils ont essayé 2 fois avec les accords Michelek. On a tous entendu parler des accords Michelek. On a tous entendu parler des accords de Charlatan. Mais est-ce que quelqu'un sait vraiment ce que c'était? C'était pourquoi ces agréments personne ne le sait, ils l'ont vu à la télé mais personne ne comprend. Ils essayaient d'embarquer, de faire signer le Québec mais ils sont pas arrivés. Mais ils ont essayé 2 fois. Et 2 fois ils ont échoué. Mais bon, à la fin de la fin, ouais, le Québec n'a pas signé. Mais donc cette loi constitutionnelle n'est pas en vigueur. Elle n'a pas été passée, elle est là, mais pas signée. Et ça fait 40 ans que ce truc attend. Et t'as des mecs comme Peckford qui viennent déclarer ça fait 40 ans qu'on attend ça fait 40 ans qu'on l'utilise, donc on doit continuer à l'utiliser. Ben non, moi je me dis, et puis surtout je comprends, non, on ne doit pas l'utiliser. Il faut régler le problème, il faut expliquer aux gens le fond du problème. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils disent la vérité, mais ils continuent à cacher la misère. Ouais, mais du coup, on se retrouve pas un peu dans une position porte-à-faux par rapport à tout ça? Parce que d'une certaine façon, on n'est pas assujetti à tout ça. Ouais, en effet, on n'est pas. C'est une oppression potentielle, de la façon dont ils font les choses aujourd'hui. En fait, on est libre de ça. On n'est pas soumis, oui, on n'est pas soumis, si on le comprenait vraiment. Moi, je l'ai compris, mais ça m'a pris beaucoup de temps, et du coup, je m'en sers. Mais bon, j'en ai chié, hein. Mais du coup, maintenant, ouais, ils me laissent tranquille. Ils viennent plus m'emmerder. Parce que je connais leur arnaque, et ils savent que je sais. Et moi, je sais qu'ils savent que je sais. Moi, j'en suis au niveau où, ouais, ils m'arnaquent plus, là. Ok, donc tu te rappelles que tu nous as dit que des fois, avec les tribunaux, il faut patienter un moment. Oui, ouais, ça fait depuis 2009 que j'ai cette affaire des 300 millions de dollars. Ouais, donc ouais, je pense que j'ai patienté assez et ils ne viendront plus. Moi, je me dis que si j'étais dans les bottes de l'opposition, je réfléchirais quand même à trouver une parade à ce que tu as trouvé, à une stratégie pour pouvoir utiliser cela. Non. Car moi, je suis arrivé à la juridiction la plus haute dans laquelle ils peuvent avoir autorité, l'ex mercatoria. Il n'y a pas plus haut, sinon c'est les juridictions spirituelles ensuite. Et alors là, ils perdent complètement. À ce niveau-là, ils sont cuits. Moi, je suis sorti de l'illusion déjà. J'ai traversé tous ces niveaux de juridiction. Et la juridiction de la Lex Mercatoria, c'est la plus haute. Donc on se positionne à l'égal 2 si c'est pas plus haut. Sinon, au-dessus, c'est les juridictions spirituelles. Donc ça se passe là, en dehors de la planète.
Et là, ils n'ont plus de statut, ils perdent directement. Ouais, c'est là que tu commences à sonner un peu wouhou. Ouais, peut-être, mais c'est réel. Ok, oui, certainement pour pas mal de gens. C'est vrai qu'on a discuté pas mal de fois déjà. Mais pour en revenir à la reine, maintenant ça va être le roi Charles. Ces royautés prêtent serment pour tenir la foi. Cette foi donc représentée par la Bible de King James de 1611, qui est le contrat. C'est ça qui leur donne aussi l'autorité d'être roi-reine dès qu'ils sont d'accord avec ce contrat, mais ils ont prêté serment pour le maintenir. Ouais, c'est ça. Donc ils doivent se tenir à ce contrat sur la Bible. Ils doivent respecter ça eux et le faire respecter. Et toi, c'est là que tu commences à parler des juridictions spirituelles. Dans certains de tes documents, tu invoques les veilleurs. Oui, c'est ça. Bon, ça pourrait être des aliens, mais je suis pas partisan de cette théorie. Mais oui, on les appelle les anges. Et oui, c'est différents êtres de d'autres dimensions, pas d'ici. Alors je sais que je sonne un peu wouhou. Moi, je suis pas New Age ou autre. Je suis très terre à terre, mais les choses m'ont emmené là. J'en suis arrivé là par tout un cheminement. J'ai fait l'expérience de beaucoup de choses bizarres. J'ai vu des réactions, j'ai observé des choses. Donc il y a des choses que je peux pas réfuter, c'est pas des contes pour enfants. Il y a des choses bizarres qui se passent dans l'invisible. À un moment donné, c'est devenu évident pour moi. Mais je sais pas ce que c'est, hein, mais par contre, eux en ont peur. Et quand je te dis ça, ils en ont vraiment peur. Donc c'est là que je me suis dit, ouais, donc il y a quelque chose à avoir avec ce truc des veilleurs et des anges. Il se passe un truc, donc il faut que j'utilise ça. Et on nous raconte beaucoup de mensonges sur ça, alors je sais pas où ces mensonges s'arrêtent, mais il y a quelque chose que je ne peux pas voir, et eux le savent aussi. C'est là que je m'en suis rendu compte, et du coup j'ai eu un regard très différent, et j'ai fait les choses différemment. Et c'est là que je suis parti faire des recherches de ce côté-là. J'utilise beaucoup le livre d'Enoch, la Bible. Je les ai étudiés pour les comprendre différemment. Je ne le regarde pas comme un livre de religion. Je me suis dit, il y a des codes, quelque chose à comprendre dedans. Et c'est maquillé. Ouais, je peux te garantir que c'est là, il y a quelque chose. Ok. Ouais, Cal, j'essaie de me mettre dans les chaussures de ceux qui sont en train de regarder ce que tu dis. Il y en a qui vont bugger. Ouais, non, mais je te comprends. Moi, j'aurais été un des premiers à bugger aussi. Et à me dire, mais qu'est-ce que lui raconte, lui? Je te jure, hein, je suis un de ces gens, je suis très terre à terre au départ. Mais voilà, toute mon expérience m'a fait voir autrement. Ouais, j'ai dû faire face à beaucoup de mes croyances erronées et tous mes biais cognitifs. J'en ai affronté énormément, hein. Oui, bah moi j'encourage donc les gens à aller écouter Cal, voir Cal, le mouvement In Power, ce qu'ils font. On peut apprendre beaucoup, il y a des heures et des heures d'écoute sur leur site. Bah d'ailleurs sur la chaîne Odyssey de Hugh Riley, l'intervieweur du moment, il doit avoir au moins une trentaine de vidéos avec Cal, hein. Sur le site du mouvement In Power, il y a des cours sur l'ex Mercatoria, sur la relation avec la Bible aussi. Ouais, quand tu vois ça ou tu comprends ça, t'as des épiphanies, c'est ce qui s'est passé avec moi. Tu vois des choses tellement évidentes. J'ai passé des années dans les tribunaux. J'arrivais nulle part et ils continuaient à m'y ramener, à m'y ramener. J'arrivais pas à m'en sortir, j'étais échec et mat tout le temps. Je me disais putain merde, mais je vais jamais m'en sortir. Là, je voyais pas le bout du tunnel. Alors d'un autre côté, ils ne gagnaient pas, mais moi je gagnais pas non plus. Mais c'est là, quand j'ai compris l'ex Mercatoria, je me suis dit, ouais, bingo, j'ai tout compris. Pourquoi je perdais? Parce qu'eux ils opéraient sous une autre juridiction, sous d'autres règles. Et tout prenait son sens maintenant. Donc tous mes biais cognitifs ont sauté quand j'ai compris. Et je m'en rendais compte, hein, je voyais bien le résultat, même sur le visage du juge. Mais à chaque fois, non, bah, c'était contre moi. Et moi j'étais là, mais putain, il me rejette, mais c'est basé sur rien du tout. Et ça se passait à chaque fois, ouais, à chaque fois. C'est parce qu'on comprend pas qu'il y a un autre jeu qui se joue. Mais une fois que tu le vois, tout de suite tu comprends, tout prend son sens. Quand tu appliques ces règles ou ce code, nouvelle grille de lecture, là où tu te dis ah ouais d'accord, je comprends ce qui se passe maintenant. Enfin, sans compter toute la corruption, hein. Mais bon, les choses généralement restent basées sur le fait qu'ils jouent sur l'ignorance des gens, quoi. En dehors de la corruption. Tu comprends pas les règles du jeu, puis ils t'ont enseigné à jouer un autre jeu, mais t'as pas les bonnes pièces pour jouer, et en fait il est en train de se passer autre chose que tu pourrais apprendre car l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Au revoir. Ok, donc par le mouvement In Power, tu utilises la loi marchande pour combattre 4 choses qui sont en train de se passer dans le monde.
Donc la première, c'était des compteurs intelligents. La deuxième, c'est la vaccination forcée. L'autre, c'est la 5G. Et la dernière, c'est les chemtrails. C'est bien ça, ouais, la géo-ingénierie. Donc on peut utiliser ça pour d'autres choses. Ouais, tu peux utiliser ça pour plein d'autres choses. Mais nous, on fait ça pour ces 4 trucs parce que ça se passe partout dans le monde. Ouais, ces 4 choses semblent la mission critique du système à réaliser. Oui, c'est ça. Ouais, déjà au départ, c'est des armes. Et c'est des armes qui sont en effet partout dans le monde. Donc, ça se passe en ce moment partout dans le monde, c'est mis en place. Tu peux attaquer sur d'autres fronts, mais ça ne se passe pas partout, en tout endroit, à tout moment. C'est moins spécifique, enfin plus spécifique. Donc non, on veut s'occuper des choses qui sont universelles, entre guillemets. On peut pas écrire des documents précis sur toutes les choses. Ça serait beaucoup trop. Donc c'est quoi le mouvement Empower permet de créer une espèce de processus qui permettrait d'avoir des instruments de négociation et de se faire aider par une communauté qui connaît le sujet, avec un processus bien précis qui marcherait pour tout le monde. Ouais, c'est ça l'idée. Et eux, en fait, ont laissé la porte ouverte. C'est leur tendon d'Achille, car ils déploient ces armes en utilisant les techniques commerciales. C'est ça que j'ai réalisé quand ils ont installé les compteurs intelligents. Je vois ce qu'ils ont fait, ils utilisent l'accord tacite et le processus commercial pour vendre des armes. Et c'est en utilisant l'Alex Mercatoria. Enfin, c'était évident pour moi qu'ils connaissaient déjà. Donc, tout prend son sens. Ils obtiennent notre accord tacite pour utiliser des armes contre nous avec notre accord. Et la vaccination est l'exemple parfait. Alors je vais peut-être exagérer un peu, mais pour la vaccination, personne n'a été forcé, mis par terre et être forcé à être vacciné. Tout a été volontaire, entre guillemets. C'était un agrément tacite, utilisant des techniques de peur. Ils ont fait signer une décharge, tu signes pour te faire vacciner. Et donc du coup, ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir tranquillou, que ça n'allait pas se voir. Et ils n'ont pas vu arriver un mouvement comme Empower qui permet de contrer cela. Ils se sont exposés en fait en partant dans le commerce. On peut contrer cela, nous on est vraiment du côté de la vérité. Eux ils sont obligés de sortir et de dire non, c'est pas dangereux, ça va causer du tort à personne. Ils ne peuvent pas le prouver car c'est des armes. Ok. Je veux dire, tu peux pas prouver qu'une arme est sans danger. Elles sont pas faites pour ne pas faire du mal. Oui. Ok, j'ai d'autres questions, mais c'est lors de la pub. Oui, pendant la pub, ouvre l'acte de lettre de change du Canada et on va regarder. Ok, je prépare ça pendant la pub et on en parle après. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps, Cal. Mais voilà, on est sur le site du gouvernement canadien, sur le Bill of Exchange Act. Donc le lien est dans la description tout en bas. Donc il faut que tu ailles dans partie 1, générale. Ok, partie 1, générale, je clique dessus. Ah non, je crois que c'est la partie 2 en fait. Donc partie 2, Bill of Exchange, lettre de change. Donc Bill of Exchange, là tout en haut, la définition. Lettre de change est un ordre inconditionnel en écrit, donc en gros de l'encre sur du papier, adressé par une personne à une autre, signé par celui qui la donne et demandant à la personne à qui c'est adressé de payer sur demande, donc instantanément, ou à une date future, une somme déterminée en argent, donc il faut qu'il y ait un montant déterminé, ou à l'ordre d'une personne spécifique ou au porteur. Donc un chèque rentre sous cette catégorie. Donc on a déjà fait les lettres de change, mais c'est juste qu'on ne le savait pas. Un peu, quand on lit ça comme ça ne dit pas qui est autorisé à faire cela en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, quand tu commences à lire cet acte, ça dit même qu'une personne fictive peut le faire. C'est le droit canadien, c'est la loi canadienne. Donc on pourrait tous faire de l'argent avec. Ouais, c'est ça. Avec un morceau de papier et un stylo. Mais je sais pas si t'as jamais fait gaffe, mais bon, pour ceux qui sont plus vieux comme moi,
quand ils ont fait des chèques. Avant, ils les renvoyaient, ils nous les renvoyaient à la fin du mois. Mais tu crois qu'ils les renvoient maintenant? Bah non, parce que ces chèques sont négociés derrière le rideau. Ah, maintenant, ils font de l'argent avec ça aussi? Ouais. Et en plus derrière de ça, ils vont faire cracher l'économie. Et ils rachètent tout pour que dalle. Ouais, c'est ça. Puis ils rachètent du vrai, des choses tangibles, des choses matérielles. En piraterie, ça s'appelle du pillage. Donc c'est pour ça, Cal, qu'il faut qu'on comprenne et fasse ça rapidement. Ouais, il faut les contrer. Et on peut, car on a le statut de marchand. C'est la beauté de ce système, enfin de la dualité. Hein. On peut utiliser leur instrument diabolique contre eux-mêmes et en faire quelque chose de bien. Oui. Moi, une des choses que je dis régulièrement, enfin, je pense que d'autres le disent aussi, c'est on parle du Great Reset, avec ces gens qui ont tout mal géré. Mais non, pas vraiment, hein. Eux font tout ça bien pour eux. Ouais, je veux dire, ils l'ont mal géré pour nous, nos vies empirent. Enfin, c'est bien, c'est pas aussi bien que ça pourrait être. Hein. Ah ouais, ils gèrent les choses pour eux-mêmes. Hein. Oui, j'ai compris. Mais bon, ils écroulent quand même l'économie. Et donc ils veulent effectuer ce reset. Donc une des raisons, enfin en plus de la tromperie du système juridique légal, seuls eux savent comment ça marche. Donc ils prennent l'avantage par rapport à ça. Ils prennent un avantage du système monétaire qu'ils gèrent. C'est pour ça que s'il y a un reset, c'est nous qui devons faire le reset. Il faut prendre contrôle de ces moyens de prendre le pouvoir, le système monétaire inclus. Ouais, bien sûr, parce que le reset arrive. Moi, je fais l'analogie avec le soleil. Si t'es loin de l'équateur, les jours raccourcissent. Et si tu ne savais pas que c'était cyclique, tu penserais peut-être que les jours raccourcissent et puis qu'ils vont disparaître. Ça peut devenir ta croyance. Puis t'as des mecs qui peuvent débarquer et dire il faut venir à notre réunion de Stonehenge. Il y a ces gros menhirs là-bas. Si vous nous donnez de l'argent et que vous sacrifiez vos enfants, on fera revenir le soleil. On fera grandir les jours. Donc il faut que vous veniez, qu'on se réunisse le 21 décembre. Et vous devez venir toutes les années, hein, sinon ça marchera plus. Donc tu vois, c'est le genre d'arnaque dans laquelle on est plongé et qu'on réalise pas. Donc il faut en effet que nous-mêmes fassions ce reset. Donc une remise à zéro, mais comme nous le voulons. Oui, ok. Et du coup, ouais, donc c'est ce que vous faites avec le mouvement In Power. On a le site qui défile sous l'écran. On arrive à la fin, là, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, moi je suis allé voir, donc j'encourage les gens à s'y intéresser et commencer à apprendre ce genre de choses. On va faire donc comme il est dit dans la Bible, on va prendre la coupe, la remplir et leur donner. Ouais, il faut leur rendre le double. Remplis-la du double et rends-leur. Oui, et tu boiras certainement. Là, ils font référence au passage de la Bible, Révélation 18:6, qui dit « Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Tu peux pas avoir ton gâteau et le manger aussi, c'est une situation par défaut. Merci Cal, je te trouve en ligne. Traduction, adaptation, Jack Fruit.